Depuis plus de 4 millénaires, elle s'élève silencieuse sur le plateau brûlé par le soleil. La grande pyramide de Gizeh ne parle pas, ne révèle rien, et pourtant elle semble tout contenir. La mémoire des rois, la ferveur des peuples, le génie de mains disparus. Autour d'elle, le désert murmure des récits contradictoires. Certains parlent d'esclaves enchaînés, d'autres de mathématiciens visionnaires. Des voix plus étranges encore murmurent qu'elle fut bâtie pour un savoir oublié, pour un but dont nous avons perdu le nom. Et plus nous la contemplons, plus l'évidence s'éloigne. Ce monument ne se contente pas d'exister. Il défie notre compréhension. Il nous rappelle que l'histoire que nous croyons connaître n'est peut-être qu'une ombre, projetée par une vérité plus vaste, enfouie dans la pierre et le silence. Il y a plus de 4 millénaires, bien avant que les grandes cités de Rome ou d'Athènes ne surgissent, bien avant que la plupart des langues modernes n'existent, une civilisation façonna dans le désert un monument que nul autre n'a jamais égalé. La grande pyramide de Gizeh ne fut pas seulement un tombeau ou un symbole royal, elle fut une déclaration silencieuse adressée à l'éternité, une tentative d'inscrire l'homme dans le tissu même du cosmos. Chaque pierre posée sur une autre portait un message, chaque alignement cherchait à refléter un ordre universel. Pourtant, malgré les siècles d'études et les bibliothèques remplies d'hypothèses, son origine demeure en partie voilée, comme si le temps lui-même avait choisi d'effacer certains détails pour préserver le mystère. Lorsque l'on contemple la pyramide aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que signifiait ériger une telle structure il y a plus de 40 siècles. Le plateau de Gizeh, alors, n'était pas ce désert silencieux que nous connaissons. C'était un lieu vibrant d'activité, une fourmilière humaine où des milliers de mains œuvraient à une tâche qui dépassait l'entendement. Autour du site, des campements s'élevaient, des cuisines fumaient, des outils résonnaient vantés contre la pierre, des scribes consignaient chaque détail, des prêtres récitaient concis des hymnes pour bénir l'œuvre, et des architectes, dont les noms se sont perdus, traçaient sur le sable les plans d'un projet à la fois divin et politique. Le contexte de cette entreprise était profondément lié à la vision que les anciens Égyptiens avaient du monde. Pour eux, le pharaon n'était pas simplement un roi, il était l'incarnation vivante de l'ordre cosmique, le lien entre les dieux et les hommes. Construire un monument pour lui revenait à stabiliser le monde lui-même, à affirmer que l'ordre pouvait triompher du chaos. La pierre devenait alors une écriture, un langage destiné à parler non seulement aux hommes, mais aussi aux forces invisibles qui régissaient l'univers. C'est sous le règne de Khéops, au cours de l'Ancien Empire, que cette vision prit forme. Les documents officiels et les chroniques ultérieures décrivent Khéops comme un souverain ambitieux, parfois sévère, déterminé à laisser une trace éternelle. Pourtant, il est assez probable que l'initiative de bâtir la grande pyramide ne fut pas seulement le fruit de sa volonté personnelle. Elle reflétait aussi la maturité d'une civilisation arrivée à un tournant de son histoire, maîtrisant l'agriculture, la gestion de grands projets et une administration complexe. L'Égypte disposait enfin des moyens humains et organisationnels pour entreprendre l'impossible. Ce qui frappe, lorsque l'on s'intéresse au début de la construction, c'est la rigueur de la planification. Rien n'était laissé au hasard. Avant même que la première pierre ne soit posée, les prêtres astronomes avaient observé le ciel pour déterminer l'orientation parfaite de l'édifice. Le terrain avait été nivelé avec une précision qui étonne encore les spécialistes. Chaque phase de l'ouvrage était soigneusement ordonnée, chaque groupe d'ouvriers assigné à une tâche précise. Loin de l'image romantique d'esclaves enchaînés, les découvertes archéologiques récentes suggèrent que la main-d'œuvre était composée d'ouvriers qualifiés, nourris, logés et honorés pour leur contribution à une œuvre sacrée. Ces hommes n'étaient pas de simples exécutants. Ils formaient une communauté animée par une mission qui dépassait leurs vies individuelles. Certains portaient des noms d'équipes gravés sur les blocs, comme pour témoigner de leur fierté. Des inscriptions retrouvées sur le chantier parlant de fraternité, d'honneur et d'un sentiment profond d'accomplir quelque chose qui toucherait les dieux eux-mêmes. Dans leurs gestes répétés, jour après jour, il y avait une dimension spirituelle. Soulever une pierre, la placer avec soin, c'était participer à l'ordre cosmique. Les pierres elles-mêmes, venues de carrières parfois éloignées, racontent une histoire silencieuse. Certaines furent extraites à quelques centaines de mètres, d'autres transportées de Pélante depuis des lieux plus lointains, glissant sur des traîneaux ou flottant sur le Nil lorsque la crue le permettait. Chaque bloc était taillé avec soin, ajusté pour s'intégrer à un ensemble colossal qui devait résister au siècle. On imagine les chants qui accompagnaient leur déplacement, les ordres criés par les contremaîtres,
la poussière qui emplissait l'air, le soleil brûlant sur la peau des travailleurs. Il est étrange de constater à quel point certains noms traversent les millénaires, alors même que leurs visages, leurs voix, leurs pensées se sont effacés depuis longtemps. Khéops, ou Khufu, comme l'appelaient ses contemporains, appartient à cette catégorie rare de figures humaines, dont la silhouette domine l'histoire sans que nous sachions vraiment qui ils étaient en un. Son nom, gravé dans les textes anciens, résonne encore à travers les sables d'Égypte, lié à l'un des plus grands mystères de l'humanité. Pourtant, derrière le monument colossal qui porte son héritage, se cache un homme en chair et en os, un souverain dont la vision, les ambitions et les choix ont façonné une œuvre destinée à défier le temps. Né vers le milieu du troisième millénaire avant notre ère, Khéops fut le deuxième roi de la quatrième dynastie, succédant à son père Snéfrou, un monarque célébré pour son habileté politique et ses innovations architecturales. L'Égypte à cette époque connaissait une période de prospérité inégalée. Les récoltes étaient abondantes, l'administration centralisée fonctionnait avec une efficacité impressionnante et l'influence du pays s'étendait bien au-delà de la vallée du Nil. Dans ce contexte d'équilibre et de puissance, Khéops hérita d'un royaume solide, mais il ne comptait pas se contenter de maintenir l'ordre établi. Les sources historiques qui nous renseignent sur sa vie sont étonnamment rares et souvent contradictoires. Hérodote, écrivant 2 millénaires plus tard, décrit Khéops comme un tyran cruel, ayant imposé à son peuple des travaux épuisants et des impôts écrasants pour satisfaire son orgueil. Mais les Égyptiens eux-mêmes, dans les inscriptions qu'ils ont laissées, semblent avoir eu un regard plus nuancé, voire respectueux, sur leur souverain. Cette dualité reflète peut-être une vérité complexe. Khéops n'était ni un monstre ni un saint, mais un roi habité par une idée si vaste qu'elle exigeait de son peuple un effort hors du commun. Pour comprendre Khéops, il faut saisir le rôle du pharaon dans la mentalité égyptienne. Il n'était pas seulement un dirigeant politique ou militaire, il était perçu comme un être divin, le garant de l'ordre cosmique que les Égyptiens appelaient Ma'at. Dans un monde où le chaos menaçait toujours de rompre l'équilibre fragile de la vie, le pharaon incarnait la stabilité, la justice et la continuité. Construire un monument éternel à sa gloire n'était pas une manifestation d'orgueil personnel, mais un acte sacré visant à maintenir l'ordre du monde. Khéops, cependant, porta cette idée à un niveau jamais atteint auparavant. Son père Snéfrou avait déjà élevé des pyramides impressionnantes, explorant les possibilités architecturales offertes par la pierre. Khéops allait aller plus loin, bien plus loin. Il imagina une structure si parfaite, si imposante, qu'elle deviendrait une montagne façonnée par la main de l'homme, un pont entre la terre et le ciel. Ce projet n'était pas seulement un tombeau, c'était une proclamation de pouvoir, un testament spirituel, une déclaration de foi dans l'éternité. Il est fascinant de penser que cet homme, dont le nom est gravé dans l'histoire pour un exploit monumental, n'a laissé derrière lui presque aucun portrait. Nous ne connaissons de lui qu'une minuscule statuette en ivoire retrouvée à Abydos, haute de quelques centimètres à peine, qui le représente assis sur un trône, serein et impassible. Aucun texte personnel, aucune inscription autobiographique ne nous livre ses pensées ou ses motivations. Ce silence n'est pas un hasard, il reflète une vision du pouvoir qui dépassait l'individu. Khéops ne voulait pas être connu pour lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Pour donner vie à son rêve, il s'entoura des plus brillants esprits de son temps, architectes, scribes, prêtres astronomes, intendants, chefs de chantier. Parmi eux, certains noms nous sont parvenus, comme celui de Émiounou, son vizir et probable maître d'œuvre de la Grande Pyramide. Ces hommes ne se contentèrent pas d'exécuter des ordres, ils participèrent à une mission sacrée, traduisant la volonté royale en un plan concret. Le projet nécessitait une organisation titanesque, extraction et transport de matériaux, mobilisation d'une main-d'œuvre massive, gestion des vivres, des outils et des ressources, coordination des différentes phases de la construction. Tout cela exigeait un appareil administratif d'une sophistication étonnante pour l'époque. Khéops sut aussi utiliser l'idéologie religieuse pour galvaniser son peuple. La construction de la pyramide était présentée non pas comme un fardeau, mais comme un devoir sacré, une offrande aux dieux et à l'ordre universel. Travailler sur ce monument, c'était participer à l'œuvre cosmique, inscrire son nom, même anonymement, dans l'histoire du monde. Cette dimension spirituelle explique sans doute pourquoi tant d'Égyptiens, loin d'être esclaves comme on l'a longtemps cru, s'engagèrent dans ce projet avec un mélange de fierté et de dévotion. Il serait tentant de réduire Khéops à son ambition architecturale, mais cela serait oublier le contexte plus large de son règne.
Sous son autorité, l'Égypte connut un essor commercial remarquable. Les expéditions vers la péninsule du Sinaï rapportaient mangue, cuivre et turquoise, tandis que les échanges avec les régions voisines enrichissaient le royaume en bois, encens, or et pierres précieuses. Cette prospérité permit de financer des projets grandioses et de renforcer l'autorité centrale. Khéops sut exploiter cette richesse non seulement pour bâtir sa pyramide, mais aussi pour affirmer la suprématie de son royaume sur le reste du monde connu. Pourtant, derrière cette image de grandeur se cache peut-être une réalité plus intime. Khéops était aussi un homme conscient de sa propre finitude. Comme tous les pharaons, il savait que la mort, loin d'être une fin, était une transition vers un autre état d'existence. La pyramide n'était pas simplement un monument, c'était une machine spirituelle destinée à assurer sa transformation et son ascension. Chaque couloir, chaque chambre, chaque alignement participait à ce rituel cosmique. En préparant sa demeure éternelle, Khéops préparait aussi son voyage vers l'invisible. Aujourd'hui, il est facile d'oublier l'homme derrière la pierre. Nous voyons la pyramide, mais nous oublions l'esprit qui l'a voulu. Pourtant, sans la vision de Khéops, elle n'existerait pas. Il fut celui qui osa penser l'impossible, celui qui eut la conviction que l'homme pouvait rivaliser avec les montagnes et dialoguer avec les étoiles. Sa détermination fit naître une œuvre qui défie toujours les siècles, rappelant que certaines volontés sont plus fortes que le sable, le vent et le temps. Mais cette volonté, aussi puissante soit-elle, n'aurait rien pu accomplir sans une multitude d'autres forces humaines, car derrière le rêve d'un roi se trouvait la réalité d'un peuple entier. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous quitterons la figure solitaire du pharaon pour plonger dans les récits plus fragiles, mais tout aussi essentiels, de ceux qui ont bâti ce miracle de pierre, des scribes aux architectes, des ouvriers aux prêtres, témoins et acteurs d'une aventure qui dépasse l'entendement humain. Lorsque les vents du désert s'élèvent sur le plateau de Gizeh, ils charrient avec eux plus que des grains de sable. Ils portent les fragments d'histoire racontés et déformés au fil des siècles, des récits transmis de bouche à oreille, altérés par le temps, les croyances et les imaginaires. Parmi ceux qui ont tenté de comprendre l'énigme des pyramides, un nom s'impose, Hérodote, l'historien grec que l'on surnomme souvent le père de l'histoire. Bien que né 2 millénaires après l'époque de Khéops, il fut l'un des premiers à consigner par écrit une version complète de la construction de la Grande Pyramide. Son témoignage est à la fois précieux et trompeur. Il nous éclaire tout en nous égarant, nous rapprochant du mystère pour mieux nous rappeler combien il demeure insaisissable. Hérodote voyagea en Égypte au 5e siècle avant notre ère, à une époque où l'Ancien Empire n'était déjà plus qu'un souvenir lointain, enseveli sous des couches d'histoire. Ce qu'il vit n'était pas l'Égypte de Khéops, mais un pays transformé, dominé par d'autres dynasties, d'autres dieux, d'autres préoccupations. Pourtant, fasciné par les monuments qui s'élevaient encore, il chercha à comprendre leur origine. Dans ses histoires, il consacre plusieurs passages à la pyramide, décrivant avec un mélange d'admiration et d'étonnement l'ampleur de l'entreprise. Son récit commence par un portrait sans concession de Khéops. Selon lui, le pharaon aurait été un souverain tyrannique, si cruel qu'il aurait fermé les temples, interdit les sacrifices et forcé tout son peuple à travailler pour lui. Hérodote affirme que 100 000 hommes auraient été mobilisés par roulement pendant 20 ans pour ériger la pyramide, creusant d'abord une voie pavée pour transporter les pierres, puis élevant la structure elle-même, étage après étage, à l'aide de machines rudimentaires. Il évoque même l'idée que la fille de Khéops aurait été contrainte de se prostituer pour financer l'œuvre de son père. Une histoire probablement inventée ou exagérée, mais révélatrice de la manière dont les Égyptiens de son époque percevaient ce roi lointain. Il est tentant de lire ce récit comme un témoignage historique, mais il faut se souvenir que les sources d'Hérodote étaient essentiellement orales. Il s'entretenait avec des prêtres, des guides, des habitants, tous porteurs d'une mémoire collective façonnée par des siècles de récits, de mythes et de légendes. À travers leurs paroles, il entendait un écho affaibli d'un passé déjà presque mythologique. Il est donc probable que bien des détails de son récit soient soit le reflet de traditions populaires plutôt que de faits avérés. Pourtant, même dans leur déformation, ces récits ont une valeur immense. Ils témoignent de la manière dont les générations ultérieures ont perçu l'œuvre de Khéops, non pas seulement comme un exploit technique, mais comme un acte presque surhumain, parfois admirable, parfois monstrueux. Il faut aussi comprendre le contexte culturel dans lequel Hérodote écrivait. Pour les Grecs de son temps,
L'idée d'un pouvoir absolu concentré entre les mains d'un seul homme était étrangère, voire inquiétante. Leur regard sur Khéops est donc teinté d'une méfiance envers le despotisme oriental. Ce biais transparaît dans la manière dont ils racontent l'histoire. Un roi impitoyable, un peuple écrasé sous le fardeau, une grandeur bâtie sur la souffrance. Ce récit en dit peut-être plus sur la mentalité grecque que sur l'Égypte ancienne elle-même. Et pourtant, malgré ses erreurs, Hérodote demeure irremplaçable. Son œuvre fut l'un des rares ponts entre l'Égypte ancienne et le monde classique, un témoignage qui empêcha la mémoire de s'éteindre totalement. Sans lui, peut-être que bien des détails, même inexacts, auraient ensombré dans l'oubli. Ces descriptions inspirèrent des générations de voyageurs, d'érudits et d'explorateurs. Elles nourrirent l'imaginaire de l'Occident, façonnant notre perception des pyramides pendant des siècles. Mais ce qui rend son récit particulièrement fascinant, c'est ce qu'il ne dit pas. Derrière ces lignes, on devine l'existence d'autres histoires, d'autres traditions, aujourd'hui perdues. Les prêtres qu'il interrogea détenaient sans doute des archives, des textes, des connaissances plus précises, transmises depuis l'Ancien Empire. La plupart de ces documents ont disparu, engloutis par le temps, brûlés dans les bibliothèques ou effacés par les conquêtes. Le récit d'Hérodote est donc comme une ombre projetée sur un mur. Il suggère une forme, mais laisse dans l'obscurité tout ce qui l'entoure. Il est également fascinant de constater que d'autres voyageurs de l'Antiquité ont livré leur propre version de l'histoire des pyramides, parfois radicalement différente. Diodore de Sicile, au 1er siècle avant notre ère, écrivait que les pyramides avaient été construites non pas par des esclaves, mais par des ouvriers rémunérés, et que Khéops n'avait pas été haï, mais respecté. Ces contradictions montrent à quel point le passé pouvait être interprété de manières opposées, selon les sources et les époques. Elles révèlent aussi une vérité plus profonde. La Grande Pyramide n'était pas seulement un monument matériel, mais un champ de bataille pour la mémoire, un espace où se jouaient des luttes narratives sur le pouvoir, la morale et la signification de l'histoire. Aujourd'hui, les archéologues modernes scrutent le récit d'Hérodote avec un œil critique. Beaucoup de ces affirmations ne résistent pas à l'examen. Les preuves archéologiques contredisent l'idée d'une main-d'œuvre d'esclaves. Les villages ouvriers découverts à proximité du site montrent que les travailleurs vivaient dans des conditions relativement bonnes, recevant nourriture, logement et même soins médicaux. L'idée d'un chantier basé sur la contrainte pure semble de moins en moins plausible. De même, les théories sur les machines utilisées pour élever les pierres sont vagues et ne correspondent pas à ce que l'on sait des techniques égyptiennes de l'époque. Mais réduire Hérodote à ses erreurs serait une injustice, car son récit, même imparfait, a ouvert la voie à des siècles de recherche et de réflexion. Il a posé des questions fondamentales que nous continuons à nous poser aujourd'hui. Pourquoi cette pyramide fut-elle construite ? Comment un peuple antique parvint-il à accomplir une tâche aussi monumentale ? Quelle signification religieuse, politique ou symbolique se cache derrière ces blocs de calcaire ? En ce sens, l'histoire d'Hérodote n'est pas une fin, mais un point de départ. Peut-être faut-il accepter que le passé ne nous parvienne jamais dans sa pureté. Il nous arrive comme un écho déformé, un récit brisé dont il manque toujours des morceaux. Hérodote, avec ses approximations et ses mythes, nous rappelle cette vérité essentielle. L'histoire est toujours une reconstruction, un dialogue entre ce qui a été et ce que nous croyons savoir. Chaque époque réinvente l'ancien empire à son image, y projetant ses peurs, ses espoirs et ses valeurs. Ainsi, même si ces récits sont teintés d'erreurs, ils ont permis à la mémoire de survivre. Ils ont préservé un fil ténu reliant notre monde moderne à celui des bâtisseurs de Gizeh. Et dans ce fil, dans cette fragile continuité, se trouve quelque chose de plus précieux encore que les faits. La conscience que nous faisons partie d'une histoire bien plus vaste que nous. Alors que nous avançons plus profondément dans ce mystère, une autre question se pose. Qui étaient vraiment ces hommes et ces femmes dont les mains ont façonné l'impossible ? Derrière les récits d'historiens, derrière les noms des rois et les mythes transmis, il y a une humanité oubliée, une société vivante qui fit naître ce miracle de pierre. C'est vers eux, les bâtisseurs anonymes, que nous tournerons désormais notre regard. Au-delà de l'image majestueuse de la pyramide s'élève une autre histoire, plus discrète mais tout aussi essentielle, celle d'une cité éphémère née dans les sables pour rendre possible l'impossible. On l'a longtemps oubliée, effacée des récits officiels au profit des rois et des architectes. Pourtant, sans elle, la grande pyramide de Gizeh n'aurait jamais vu le jour. C'est dans cette ville de pierre et de boue,
faite d'ateliers, de pain et de sueur, que se cache la véritable âme du projet. Ce n'est pas seulement un chantier qui s'y déploya, mais une société entière, organisée, hiérarchisée, animée par une même mission sacrée. Lorsque les premiers archéologues commencèrent à fouiller les abords du plateau de Gizeh au XXe siècle, ils ne s'attendaient pas à découvrir les vestiges d'une véritable ville. On pensait que les ouvriers, supposés esclaves selon l'image héritée d'Hérodote, vivant dans des conditions misérables, logés dans des campements temporaires, nourris à peine pour accomplir une tâche épuisante. Mais ce que les fouilles mirent au jour bouleversa cette vision. Sous les couches de sable dormaient les traces d'un centre urbain sophistiqué, organisé autour du chantier comme un cœur battant autour d'un organe vital. Cette ville, parfois surnommée la cité des bâtisseurs, s'étendait sur plusieurs hectares. On y trouvait des quartiers résidentiels, des boulangeries, des brasseries, des ateliers de poterie, des entrepôts et même des installations médicales. Les maisons, bien que modestes, étaient aussi solides et témoignaient d'un certain confort. Certaines étaient dotées de cours intérieures et de pièces séparées, preuve que les habitants n'étaient pas de simples travailleurs itinérants, mais des résidents installés pour plusieurs années. La composition de cette cité reflétait la diversité des métiers nécessaires à la construction d'un tel monument. Il y avait bien sûr les ouvriers, ceux qui extrayaient les blocs, les transportaient, les taillaient et les assemblaient, non. Mais autour d'eux gravitaient en dessous des cuisiniers, des boulangers, des brasseurs, des médecins, des scribes, des surveillants, des prêtres, des artisans spécialisés dans les outils ou les cordages. Chaque maillon de cette chaîne avait son importance. Chacun participait à sa manière à l'accomplissement de l'œuvre. Les inscriptions retrouvées sur certains murs et sur les blocs de pierre offrent un aperçu touchant de cette société. Des équipes portaient des noms évocateurs, parfois humoristiques, comme les Amis de Khéops ou les Archamsiole Samancita, les Ivrognes de Menkaure. Ces surnoms révèlent une forme de camaraderie, une identité collective qui dépassait la simple obligation de travail. Les ouvriers étaient maintenant fiers de leur mission. Ils savaient qu'ils participaient à quelque chose d'extraordinaire, et ce sentiment de fierté se reflétait dans leurs gestes, leurs chants, leurs inscriptions. Les découvertes archéologiques montrent également que les conditions de vie, bien qu'éprouvantes, n'étaient pas déshumanisantes. Les travailleurs recevaient des rations généreuses, comprenant du pain, de la bière, de la viande et des légumes. Ces rations dépassaient largement ce qu'un simple esclave aurait reçu. Des traces de soins médicaux ont été retrouvées, y compris des os ressoudés et des membres soignés, preuve que les blessés n'étaient pas abandonnés. Dans certains cas, des ouvriers gravement handicapés ont continué à vivre longtemps après leurs blessures, signe d'une prise en charge communautaire. Il est fascinant de penser que cette cité était aussi un centre d'innovation sociale. L'organisation du travail reposait sur une hiérarchie précise. Des contremaîtres supervisaient les équipes, des scribes consignaient les stocks et les progrès, des administrateurs géraient la logistique. Ce système complexe témoigne d'une gestion centralisée efficace, capable de coordonner des milliers de personnes pendant plusieurs décennies. Ce n'était pas le chaos d'un chantier géant, mais un mécanisme bien huilé où chaque rouage avait sa place. Mais au-delà des aspects pratiques, cette société vivait dans une atmosphère profondément spirituelle. Chaque jour de travail était aussi un rituel. Les prêtres accomplissaient des cérémonies pour protéger les ouvriers, bénir les outils, invoquer la faveur des dieux. Les pyramides n'étaient pas des constructions profanes. Elles étaient conçues comme des ponts entre le monde terrestre et le monde divin. Travailler sur elles revenait à participer à un acte sacré. Pour ces hommes et ces femmes, il ne s'agissait pas simplement d'élever des blocs de pierre, mais de contribuer à l'ordre cosmique de garantir la survie de l'âme du pharaon et, à travers elle, l'harmonie de l'univers. Cette dimension spirituelle se manifestait aussi dans les coutumes quotidiennes. Des amulettes protectrices ont été retrouvées dans certaines habitations, ainsi que des figurines votives. Les ouvriers priaient avant de se rendre sur le chantier, offraient parfois des libations aux divinités protectrices, gravaient des symboles de chance sur les pierres. Ces gestes, discrets mais constants, rappellent que dans l'Égypte ancienne, le sacré et le profane ne faisaient en qu'un. Il est probable que la cité des bâtisseurs n'était pas uniquement peuplée d'hommes. Des indices suggèrent que des femmes et des enfants vivaient également sur place. Les femmes pouvaient s'occuper des cuisines, du tissage, des tâches domestiques, mais elles participaient aussi à la vie religieuse et communautaire. Les enfants, quant à eux, grandissaient au milieu de ce monde façonné par le travail et le sacré,
apprenant dès leur plus jeune âge les valeurs d'obéissance, de dévouement et de fierté collective. Avec la fin de la construction, cette cité disparut peu à peu, engloutie par le sable et l'oubli. Ses habitants repartirent vers d'autres chantiers, d'autres projets. Certains restèrent sans doute dans la région, fondant de nouveaux villages. D'autres retournèrent dans le temps dans leur foyer d'origine, portant avec eux les souvenirs d'une œuvre qui les avait dépassés. Mais même si leurs noms ne sont pas gravés sur la pyramide, leur empreinte y demeure. Chaque bloc, chaque jointure, chaque angle porte la marque invisible de leurs mains. Aujourd'hui, redécouvrir cette société, c'est redonner une voix à ceux qui ont été effacés par l'histoire officielle. C'est comprendre que la pyramide n'est pas seulement le fruit de la volonté d'un roi ou du génie d'un architecte, mais le résultat d'une aventure humaine collective. Elle est le reflet d'une organisation, d'une solidarité, d'une foi partagée. Elle raconte l'histoire d'un peuple capable de se dépasser pour donner forme à l'éternité. Peut-être est-ce cela, finalement, la plus grande leçon de la Cité des bâtisseurs. Elle nous rappelle que les plus grandes œuvres humaines ne sont jamais le fait d'un seul individu. Elles sont le produit d'une multitude d'existences anonymes, d'efforts quotidiens, de gestes répétés, de sacrifices silencieux. Elles naissent de la somme de petites histoires que l'histoire officielle oublie trop souvent. À mesure que nous avançons dans ce voyage à travers le temps, une autre question se pose désormais. Comment ces milliers d'ouvriers, avec leurs outils simples et leurs moyens limités, ont-ils réussi à accomplir ce que nous considérons encore aujourd'hui comme un exploit presque surnaturel ? Pour comprendre cela, il nous faut plonger dans l'univers fascinant de la technique ancienne, dans l'ingéniosité oubliée de ceux qui savaient en dompter la pierre. C'est cette énigme, celle des outils et du savoir-faire, qui nous attend au seuil de la prochaine étape. Parmi les nombreuses énigmes qui entourent la grande pyramide de Gizeh, l'une des plus fascinantes et des plus déroutantes concerne les outils. Comment une civilisation vieille de plus de 4 millénaires, dépourvue de fer, d'acier ou de machines modernes, a-t-elle pu tailler, ajuster et ériger des millions de blocs de calcaire et de granit avec une précision qui défie encore notre compréhension ? Cette question hante l'esprit des chercheurs depuis des siècles. Elle suscite des débats, des théories contradictoires, parfois même des hypothèses audacieuses aux frontières de l'archéologie et du mythe. Pourtant, derrière l'ombre du mystère, il existe une vérité plus subtile, celle d'une intelligence technique souvent sous-estimée, nourrie de patience, d'expérience et d'observation minutieuse du monde. Les outils dont disposaient les anciens Égyptiens semblent à première vue dérisoires. L'âge du fer était encore lointain et l'essentiel de leur arsenal reposait sur le cuivre, un métal tendre qui s'émousse rapidement lorsqu'il est utilisé sur la pierre dure. Pourtant, ce matériau, apparemment limité, devint sous leurs mains un instrument d'une efficacité surprenante. Ils l'utilisaient pour fabriquer des ciseaux, des scies et des burins, souvent alliés à des techniques complémentaires et qui compensaient sa fragilité. Des grains de sable et de quartz, bien plus durs que le cuivre, étaient introduits dans les entailles pour accroître la force abrasive, transformant l'outil en une sorte de lime primitive mais redoutable. Les fouilles menées autour de Gizeh ont permis de retrouver plusieurs de ces outils, parfois encore incrustés de minuscules particules de pierre. Leur simplicité est trompeuse. Ils témoignent d'un savoir-faire empirique accumulé sur des générations, d'une connaissance fine des matériaux et de leur comportement. Les Égyptiens savaient quel type de burin utiliser pour telle roche, comment orienter leurs coups, comment combiner la force humaine et les éléments naturels. Ils n'avaient pas besoin de métal dur pour accomplir leur œuvre, ils avaient un besoin de méthode. Mais tailler la pierre n'était qu'une étape. Il fallait aussi la détacher, la déplacer, la façonner et l'ajuster avec une précision remarquable. Pour cela, les bâtisseurs employaient toute une panoplie d'outils complémentaires. Des maillets en bois pour frapper sans fendre, des leviers pour soulever, des cordes et des traîneaux pour transporter. Là encore, la clé résidait moins dans la puissance brute que dans l'ingéniosité collective. On sait par exemple que les traîneaux glissaient plus facilement sur le sable humidifié, réduisant la friction et facilitant le transport de blocs de plusieurs tonnes. Ce simple détail, attesté par des représentations murales et confirmé par l'expérimentation moderne, illustre la profondeur de leur compréhension pratique. L'ajustement des pierres constitue un autre mystère souvent mal compris. Lorsque l'on observe de près la Grande Pyramide, on remarque que de nombreux blocs sont si bien assemblés qu'il est presque impossible d'y glisser une lame de couteau. Pourtant, ces surfaces n'ont pas été polies avec des outils sophistiqués, mais ajustées par un processus long et méticuleux.
Les tailleurs testaient, ajustaient, retravaillaient encore et encore, jusqu'à ce que chaque bloc s'emboîte parfaitement avec son voisin. Cette obsession du détail n'était pas seulement esthétique, elle assurait la stabilité de l'ensemble, garantissant que le poids colossal de la pyramide se répartirait harmonieusement. Même les blocs de granit, utilisés dans les chambres internes et bien plus durs que le calcaire, furent domptés par ces artisans. Des traces visibles sur certaines pierres montrent l'usage de scie à lame de cuivre combinée à un abrasif minéral. Il est probable que les bâtisseurs employaient également des boules de dolérite, une roche très dure, pour marteler la surface et détacher des morceaux. Ce travail extrêmement long et exigeant demandait une patience presque inimaginable selon nos standards modernes. Pourtant, il fut accompli bloc après bloc, sans relâche, pendant des décennies. Certains chercheurs ont proposé que les Égyptiens possédaient des savoirs que nous avons oubliés. Non pas des technologies anachroniques, mais des méthodes ingénieuses dont s'y fondait sans doute sur l'observation du monde naturel. Ils savaient, par exemple, que certaines pierres devenaient j'en ai légèrement plus friables lorsqu'elles étaient exposées à l'eau, facilitant leur extraction. Ils comprenaient les cycles saisonniers du Nil qu'ils utilisaient à leur avantage pour transporter les matériaux. Leur maîtrise du levier, de la traction et de la géométrie pratique leur permettait d'accomplir des tâches que nous jugeons aujourd'hui impossibles sans machine. Bien sûr, cette inventivité ne s'est pas développée du jour au lendemain. Elle était le fruit de siècles d'expériences accumulées, d'échecs corrigés, d'innovations partagées d'un chantier à l'autre. Avant Gizeh, il y eut les pyramides de Saqqara et de Meidoum, puis celles de Dachour. Chaque monument fut un laboratoire, chaque erreur une leçon. Les bâtisseurs de Khéops héritèrent d'un savoir empirique riche et complexe, transmis de maître à apprenti comme un art sacré. Ce savoir, rarement consigné par écrit, se transmettait dans les gestes, les habitudes, les traditions orales. Il est intéressant de constater que certaines de ces techniques sont encore utilisées aujourd'hui dans des contextes artisanaux. Dans certaines carrières égyptiennes modernes, les ouvriers humectent toujours le sable pour faciliter le glissement, utilisent donc des leviers pour déplacer des blocs, ou recourent à des abrasifs naturels pour polir les surfaces. Ces gestes immuables nous rappellent que la technologie n'est pas toujours synonyme de modernité. Elle est souvent une question de compréhension profonde des lois naturelles et de leur mise en œuvre créative. Malgré cela, un certain mystère persiste. Des détails techniques continuent d'échapper aux chercheurs. Comment certaines pierres ont-elles été soulevées jusqu'au niveau supérieur ? Comment les chambres internes ont-elles été construites sans effondrement ? Comment l'alignement quasi parfait a-t-il été obtenu ? Ces questions alimentent des débats passionnés, parfois des spéculations audacieuses. Certains suggèrent que les Égyptiens utilisaient des systèmes de rampes complexes, d'autres qu'ils avaient mis au point des techniques aujourd'hui disparues. Ce flou, loin d'être frustrant, participe au charme de l'énigme. Il nous rappelle que le passé garde jalousement certains de ses secrets. Peut-être est-ce justement là la leçon la plus profonde que nous offrent ces outils simples. Ils montrent que la grandeur ne réside pas toujours dans la sophistication technique, mais dans la persévérance, l'ingéniosité et l'intelligence collective. Les bâtisseurs de Gizeh n'avaient pas besoin de machines pour accomplir l'impossible. Ils avaient un besoin d'une vision claire, d'un savoir-faire éprouvé et d'une détermination inébranlable. Leur force ne résidait pas dans la technologie, mais dans l'art de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Aujourd'hui encore, lorsque l'on contemple la pyramide et que l'on songe à l'extraordinaire précision de son exécution, il est tentant de chercher une explication extraordinaire. Mais peut-être la vérité est-elle plus simple et plus belle. Ce monument est le témoignage d'un savoir patient, d'une intelligence patiemment affinée au fil des générations, d'une compréhension intime de la matière et de ses lois. Pourtant, même en comprenant leurs outils, il reste une question capitale. Comment ces pierres, parfois gigantesques, furent-elles déplacées et hissées jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur ? C'est l'un des aspects les plus fascinants et les plus débattus de l'histoire de la pyramide. C'est vers ce défi colossal, celui du déplacement et de l'élévation de la pierre, que nous devons maintenant tourner notre regard. Il est une image qui hante tous ceux qui se penchent sur le mystère des pyramides, celle de blocs gigantesques, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, glissant silencieusement sur le sable brûlant pour venir s'imbriquer, parfaitement ajustés, dans l'édifice le plus monumental jamais construit. Rien qu'en contemplant leur masse, un doute s'insinue. Comment des hommes d'il y a plus de 4 millénaires, sans grue, sans moteur, sans roue, le même pour les charges lourdes, ont-ils réussi un tel exploit ?
À première vue, cela relève presque de la magie. Mais à y regarder de plus près, derrière ce miracle apparent, se cache une science du mouvement, une maîtrise subtile de la matière et de la gravité, ainsi qu'une intelligence collective qui n'a rien à envier à celle de notre monde moderne. Le transport des blocs commençait bien avant leur arrivée au chantier. Les carrières, situées pour la plupart à proximité immédiate du plateau de Gizeh, fournissaient sur le calcaire utilisé pour l'essentiel de la pyramide. Mais pour les parties internes, notamment les chambres royales, on utilisait du granit provenant d'Assouan, à plus de 800 km les 500 au sud. Rien que l'idée de déplacer ces masses sur une telle distance semble démesurée. Pourtant, les Égyptiens avaient mis au point des techniques efficaces, adaptées à leur environnement. Le Nil jouait un rôle central dans cette logistique titanesque. Les blocs étaient enchargés sur des barges spécialement construites pour supporter leur poids, puis transportés pendant la saison de crue, lorsque les eaux facilitaient la navigation. Une fois arrivés près du chantier, ils étaient pouvoir se décharger sur la rive et traîner jusqu'au site à l'aide de traîneaux en bois. Les représentations murales et les découvertes archéologiques confirment l'existence de ces traîneaux, souvent équipés de semelles lisses pour réduire les frottements. Mais le détail le plus ingénieux, et peut-être le plus poétique, concerne l'usage de l'eau. Des fresques retrouvées dans des tombes montrent des ouvriers versant de l'eau devant les traîneaux. Ce geste n'était pas rituel. Il répondait à un besoin pratique. Humidifier le sable réduisait considérablement la friction, permettant à une équipe d'hommes de déplacer des blocs beaucoup plus lourds qu'il ne serait possible de le faire sur un sol sec. Des expériences modernes ont confirmé l'efficacité de cette méthode, démontrant qu'elle pouvait diviser par 2 ou 3 la force nécessaire au transport. Le trajet depuis les rives du fleuve jusqu'au plateau de Gizeh n'était pas un chemin improvisé. Des routes temporaires étaient aménagées, parfois renforcées, par des planches de bois ou des lits de gravier pour éviter que les traîneaux ne s'enfoncent. Des équipes entières étaient déchargées de maintenir ces voies praticables. La progression, lente mais régulière, avançait au rythme des chants et des ordres scandés. Chaque bloc transporté était un événement en soi, un acte collectif qui rassemblait des dizaines, parfois des centaines d'hommes coordonnés dans un effort commun. Mais le véritable défi commençait lorsque les blocs arrivaient sur le chantier. Il ne s'agissait plus seulement de les déplacer horizontalement, mais de les élever, parfois à plus de 50 mètres de hauteur. Comment y parvenaient-ils ? Là encore, l'ingéniosité humaine compensa l'absence de technologie moderne. L'hypothèse la plus largement admise est celle de l'utilisation de rampes. Ces structures temporaires, construites en briques crues, en calcaire, concassé ou en sable tassé, permettaient de hisser les blocs progressivement à mesure que la pyramide s'élevait. Les rampes pouvaient en prendre plusieurs formes. Certains archéologues suggèrent qu'une rampe frontale unique s'étendait depuis le sol jusqu'au niveau supérieur, mais cette théorie pose des problèmes pratiques. Une rampe suffisamment longue pour maintenir une pente douce aurait nécessité des ressources colossales. D'autres pensent que des rampes latérales, en spirale autour de la pyramide, étaient utilisées. Cette solution aurait permis de réduire la longueur nécessaire et d'ajuster les pentes en fonction des besoins. D'autres encore imaginent un système combiné, utilisant des rampes droites pour les premiers niveaux et des rampes internes ou en zigzag pour les étages supérieurs. Des traces archéologiques appuient certaines de ces hypothèses. À Atnoub, dans une ancienne carrière d'albâtre, les chercheurs ont découvert une rampe centrale, flanquée de 2 escaliers avec des trous réguliers où étaient insérés des poteaux. Ces poteaux servaient probablement à fixer des cordes, permettant aux ouvriers de tirer les blocs en utilisant un système de traction assistée. Ce dispositif, daté de l'époque de Khéops, montre que les Égyptiens maîtrisaient déjà des principes sophistiqués de levage et de traction. L'élévation des blocs ne dépendait pas seulement de la force musculaire, elle reposait aussi sur un sens aigu de la coordination et du rythme. Des équipes entières de travailleurs tiraient en synchronie, guidés par des contremaîtres qui battaient la mesure, parfois accompagnés de tambours ou de chants. Cette organisation collective, presque chorégraphique, permettait d'optimiser l'effort et d'éviter les accidents. Des leviers et des coins de bois étaient également utilisés pour ajuster les pierres et les faire glisser progressivement à leur place. La mise en place des blocs au sommet de la pyramide reste l'un des aspects les plus énigmatiques du chantier. Comment, sans machine de levage, parvenait-il à ajuster des pierres de plusieurs tonnes à des hauteurs vertigineuses avec une précision millimétrique ? Plusieurs théories ont été avancées, certaines évoquant l'usage de contrepoids, d'autres de systèmes de plans inclinés internes.
Quelle que soit la méthode employée, elle reposait sur une compréhension fine des équilibres, des forces et des matériaux. Les bâtisseurs savaient comment exploiter la gravité à leur avantage, comment utiliser le poids d'une pierre pour en déplacer une autre, comment répartir les charges pour minimiser les risques. Ce qui frappe dans cette organisation, c'est qu'elle ne reposait pas uniquement sur la technique, mais aussi sur l'humain. Des milliers d'hommes, peut-être 20 ou 30 000 selon les estimations modernes, participaient simultanément à ces opérations. Ils formaient une chaîne vivante reliant la carrière au sommet de l'édifice, une sorte de grand organisme collectif dont chaque membre avait un rôle précis. Cette dimension humaine est souvent éclipsée par la fascination pour les aspects techniques, mais elle en est le cœur. C'est la discipline, la coordination et la détermination de ces hommes qui rendiront possible le déplacement de l'impossible. Il est aussi possible que les Égyptiens aient utilisé l'environnement naturel à leur avantage. Certains chercheurs ont proposé que les blocs les plus lourds étaient transportés pendant la saison des crues, lorsque les eaux du Nil s'approchaient davantage du site. D'autres avancent que les vents dominants pouvaient être utilisés pour faciliter certaines manœuvres. Bien que ces théories-là restent spéculatives, elles rappellent que les bâtisseurs n'étaient pas isolés de leur milieu. Ils le comprenaient profondément et savaient en l'exploiter. La lente montée des blocs vers le ciel n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi un acte symbolique. Chaque pierre hissée un peu plus haut rapprochait le pharaon de sa destinée céleste. Chaque ascension reflétait l'élévation de son âme vers les dieux. Dans cette perspective, le transport n'était pas un simple problème logistique, c'était un rituel cosmique. La montée des pierres imitait la montée de l'âme, et chaque geste, chaque effort participait à ce grand voyage spirituel. Aujourd'hui, les grues géantes et les camions puissants nous donnent l'illusion que déplacer la matière est simple. Mais face à la pyramide, nous comprenons que le véritable exploit n'était pas seulement dans le poids des pierres, mais dans la volonté de les faire bouger. Ces hommes ne connaissaient pas la notion d'impossible. Ils savaient seulement que leur mission devait être accomplie et que le ciel les attendait au sommet. Pourtant, une autre question demeure. Comment concevaient-ils les plans d'un tel chantier ? Comment savaient-ils où chaque pierre devait aller ? Comment garantir l'alignement parfait, l'équilibre, la symétrie ? La réponse se trouve dans un autre domaine, tout aussi fascinant, celui de l'architecture invisible, des plans et des stratégies qui ont rendu cette œuvre possible. C'est ce monde de réflexion et d'ingénierie mentale que nous explorerons dans la suite de notre voyage. Parmi les nombreuses énigmes qui entourent la grande pyramide de Gizeh, aucune n'a suscité autant de débats passionnés que celle des rampes. Si l'on accepte aujourd'hui l'idée que les Égyptiens ont utilisé des systèmes inclinés pour élever les blocs monumentaux, la forme précise de ces rampes, leur emplacement, leur taille et leur fonctionnement restent des sujets de spéculation intense. Depuis des siècles, archéologues, ingénieurs et rêveurs tentent pourtant de percer ce secret, proposant des hypothèses aussi diverses que fascinantes. Certaines semblent parfaitement rationnelles, d'autres frôlant l'improbable, mais toutes témoignent de notre fascination pour l'ingéniosité d'un peuple capable de défier la pesanteur avec des moyens que nous jugeons rudimentaires. L'idée d'une rampe frontale simple est sans doute la plus ancienne et la plus intuitive. Selon ce modèle, une structure massive aurait été érigée en prolongement de l'une des faces de la pyramide, permettant de tirer les blocs vers le sommet à mesure que l'édifice s'élevait. Cette hypothèse présente l'avantage de la simplicité, mais elle soulève des problèmes considérables. Une rampe suffisamment douce pour permettre la traction des blocs aurait dû mesurer plusieurs centaines de mètres de long et contenir un volume de matériaux presque équivalent à celui de la pyramide elle-même. Sa construction aurait demandé des ressources colossales, et son démontage, une fois l'ouvrage terminé, aurait représenté une tâche herculéenne. Face à ces difficultés, d'autres chercheurs ont proposé des variantes. L'une des plus populaires est celle des rampes en spirale. Dans ce scénario, une rampe aurait été construite autour de la pyramide, enroulée sur elle-même comme un serpent de pierre. À mesure que la construction progressait, les ouvriers pouvaient étirer les blocs sur ce chemin en pente douce, sans nécessiter une structure gigantesque et indépendante. Cette idée présente plusieurs avantages. Elle réduit considérablement la quantité de matériaux nécessaires, facilite le contrôle de l'alignement et offre une meilleure visibilité sur les travaux en cours. Pourtant, elle comporte aussi des limites. Les rampes en spirale auraient obstrué la vue des architectes, rendant difficile l'ajustement précis de l'angle et de la géométrie de l'édifice. Une autre hypothèse, plus audacieuse encore, évoque l'existence de rampes internes,
Popularisée notamment par l'architecte français Jean-Pierre Houdin, cette théorie suggère que les Égyptiens auraient intégré un couloir en spirale à l'intérieur même de la pyramide, invisible de l'extérieur. Les blocs auraient été hissés par segments, tournant lentement autour du cœur de l'édifice jusqu'à atteindre les niveaux supérieurs. Cette idée séduisante par sa cohérence et son élégance a trouvé un certain nombre d'indices indirects à l'appui. Des anomalies structurelles observées dans certaines zones de la pyramide pourraient correspondre à d'anciens passages internes, aujourd'hui scellés. Si cette hypothèse s'avérait exacte, elle témoignerait d'une planification, d'une sophistication étonnante, bien au-delà de ce que l'on imagine souvent de l'Ancien Empire. Les rampes en zigzag constituent une autre possibilité. Au lieu d'une structure continue, elles auraient été construites sous la forme de sections inclinées montant le long des faces de la pyramide, chaque segment étant démonté et reconstruit plus haut à mesure que la construction progressait. Cette solution hybride permettait de limiter l'effort de traction tout en réduisant la quantité de matériaux nécessaires. De plus, elle aurait offert aux architectes la possibilité de garder une vue dégagée sur l'ensemble de la structure, garantissant un alignement précis. Aucune de ces théories ne peut à ce jour être confirmée avec certitude. Les preuves archéologiques directes sont rares, car les rampes, construites en matériaux périssables ou démontées à la fin du chantier, n'ont laissé que peu de traces. Cependant, des indices précieux ont été mis au jour. Sur plusieurs sites de carrière, comme celui d'Atnob, des rampes anciennes ont été découvertes, accompagnées de systèmes de poteaux et de cordes qui semblent confirmer l'utilisation de techniques de traction complexes. À Gizeh même, des restes de structures en pente ont été identifiés, suggérant que des rampes frontales ont pu exister au moins pour les premières phases de la construction. La nature même des rampes utilisées pourrait avoir varié au cours du chantier. Il était possible que plusieurs systèmes aient été combinés, s'adaptant aux contraintes changeantes du projet. Des rampes frontales auraient pu servir pour les niveaux inférieurs où le volume de pierre était colossal, tandis que des rampes latérales ou internes auraient pris le relais pour les étages supérieurs. Cette approche pragmatique, loin des schémas rigides que nous imaginons souvent, reflète l'ingéniosité des bâtisseurs, capables de modifier leur méthode en fonction des sirmes. Au-delà des considérations techniques, les rampes Podepra étaient promptes et bien plus qu'un simple outil logistique. Elles constituaient une part intégrante du projet architectural, un prolongement de la pyramide elle-même. Leur conception nécessitait des calculs précis, des connaissances avancées en matière de poids, de résistance et de répartition des charges. Chaque degré d'inclinaison, chaque mètre de longueur devait être pensé pour optimiser l'effort humain et éviter les accidents. Leur construction et leur entretien représentèrent un chantier parallèle, presque aussi complexe que celui du monument principal. Il est fascinant de penser que les rampes, une fois leur rôle accompli, disparaissaient complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. Leur nature temporaire les rend presque invisibles à l'archéologie moderne, mais leur présence est partout implicite. Sans elles, aucun bloc n'aurait pu être hissé, aucune pyramide ne se dresserait aujourd'hui dans le ciel du désert. Elles sont les témoins absents de l'une des plus grandes entreprises humaines de l'histoire, des structures fantômes dont l'existence ne se devine qu'à travers leurs effets. Cette invisibilité contribue peut-être à la fascination qu'elles exercent sur nous. Elles incarnent l'idée que certaines des plus grandes réalisations humaines reposent sur des éléments qui ne survivent pas, sur des structures temporaires, fragiles, conçues pour disparaître une fois leur mission accomplie. Comme les échafaudages d'une cathédrale ou les fondations d'un palais, elles ne sont pas faites pour durer. Leur rôle est de permettre à l'œuvre de s'élever puis de s'effacer. Certaines théories modernes vont encore plus loin, explorant des idées à la frontière du plausible. Certains chercheurs ont suggéré que des systèmes de contrepoids, utilisant des sacs de sable ou des pierres plus petites, auraient pu aider à hisser les blocs sur des pentes abruptes. D'autres imaginent des treuils rudimentaires ou des dispositifs exploitant la gravité de manière ingénieuse. Bien que ces hypothèses restent spéculatives, elles témoignent d'une réalité essentielle. Les Égyptiens n'étaient pas prisonniers d'une seule méthode. Leur force résidait dans leur capacité d'adaptation, dans leur aptitude à expérimenter et à combiner des solutions. La question des rampes, finalement, ne se réduit pas à une curiosité technique. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont les sociétés anciennes concevaient et exécutaient des projets colossaux. Elle nous rappelle que derrière chaque pierre de la pyramide se cache un ensemble de décisions, d'essais, d'erreurs, d'innovations.
Elle révèle que la construction de Gizeh n'était pas seulement un exploit de force brute, mais aussi une œuvre d'intelligence, de stratégie et d'organisation. Aujourd'hui, les rampes continuent de nous échapper comme des fantômes effacés par le vent du désert. Mais leur mystère est peut-être ce qui nous attire le plus vers elles, car dans ce vide archéologique, dans cette absence de preuves tangibles, notre imagination trouve un espace pour explorer, pour spéculer, pour rêver. Et peut-être est-ce là le véritable héritage des rampes invisibles. Elles nous rappellent que la connaissance n'est jamais totale, que le passé garde toujours une part d'ombre et que c'est précisément cette ombre qui nous pousse à chercher. Mais si les rampes étaient hanté le moyen d'élever les pierres, elles n'étaient pas l'unique secret de la réussite. Car même les meilleurs outils et les techniques les plus ingénieuses auraient été inutiles sans ceux qui les maniaient. Dans les coulisses de ce chantier colossal se tenaient des milliers d'êtres humains, ouvriers, ingénieurs, contremaîtres, prêtres et scribes. C'est vers eux, vers ces artisans de l'éternité, que nous tournerons notre regard dans la prochaine étape. Derrière la majesté silencieuse de la grande pyramide, derrière ses alignements parfaits et ses proportions presque célestes, se cache une autre histoire, profondément humaine. Celle d'hommes et de femmes qui, pendant des décennies, ont consacré leur vie à un projet qui les dépassait, un projet qui transcendait leurs existences individuelles pour s'inscrire dans l'ordre cosmique. Ces bâtisseurs, souvent oubliés ou réduits à des silhouettes anonymes dans les livres d'histoire, étaient bien plus que de simples ouvriers. Ils étaient les mains, les esprits et les âmes de l'un des plus grands rêves de l'humanité, offrir à leur roi un pont vers l'éternité. La société qui s'affairait autour du chantier de Gizeh était extraordinairement diversifiée. Il ne s'agissait pas d'une masse indistincte d'esclaves contraintes au travail, comme l'imaginaire populaire l'a longtemps cru, mais d'une organisation complexe et hiérarchisée où chacun avait une fonction précise. Au sommet de cette pyramide humaine se trouvaient les architectes et les ingénieurs, des esprits visionnaires qui concevaient les plans, calculaient les inclinaisons, choisissaient les matériaux et coordonnaient les différentes phases du projet. Leur tâche était d'autant plus impressionnante qu'ils travaillaient sans instruments modernes. Leurs outils étaient des cordes, des règles de bois, des niveaux à eau rudimentaires et leur propre connaissance du ciel et de la terre. Ces maîtres d'œuvre n'étaient pas seulement des techniciens, ils étaient aussi des savants. Ils connaissaient pour les mouvements des astres, comprenaient Renatron et les cycles du Nil, savaient en lire dans la nature des indices que nous ne voyons plus. Leur savoir était transmis oralement, de maître à élève, dans un mélange d'expériences empiriques et de traditions religieuses. Beaucoup étaient aussi des prêtres, car dans l'Égypte antique, science et spiritualité étaient indissociables. Tracer le plan d'une pyramide, c'était imiter l'ordre du cosmos. Mesurer une base, c'était aligner la terre sur les lois du ciel. Chaque ligne tracée sur le sol participait à une symphonie sacrée. En dessous d'eux, les contremaîtres jouaient un rôle essentiel. Véritables chefs d'orchestre de la main-d'œuvre, ils supervisaient les équipes, répartissaient les tâches, s'assuraient que le travail avançait au bon rythme et que les normes de qualité étaient respectées. Leur autorité reposait autant sur le respect que sur l'expérience. Beaucoup étaient d'anciens ouvriers, promus pour leurs compétences, leur danse et leur fiabilité. Ils connaissaient les difficultés du terrain, les dangers du chantier, les besoins des hommes. Leur présence garantissait la cohésion et l'efficacité de ce vaste organisme humain. Mais les véritables héros de cette épopée étaient sans doute les ouvriers eux-mêmes, ces milliers d'hommes dont les noms ne nous sont pas parvenus, mais dont les gestes résonnent encore dans chaque pierre de la pyramide. Leur vie était dure, exigeante, mais elle n'était pas misérable. Ils travaillaient en équipes bien structurées, appelées files, chacune comptant plusieurs dizaines d'hommes. Ces groupes développaient une identité forte, souvent exprimée par des noms humoristiques ou symboliques, comme les ivrognes de Menkaure ou les amis de Khéops. Ces appellations témoignent d'une camaraderie profonde, d'un esprit d'équipe qui transcendait les difficultés quotidiennes. Le travail était organisé par rotation. Les ouvriers ne passaient pas toute leur vie sur le chantier. Ils y travaillaient pendant des périodes déterminées, puis retournèrent à leur village pour s'occuper de leurs terres. Cette rotation permettait d'entretenir la motivation et d'éviter l'épuisement, tout en assurant un flux constant de main-d'œuvre. Il ne s'agissait donc pas d'un esclavage forcé, mais d'un service collectif, perçu comme un devoir envers le pharaon et les dieux. La vie quotidienne sur le chantier était rythmée par des gestes répétitifs, mais essentiels.
Certains taillaient à la pierre dans les carrières, d'autres la transportaient sur des traîneaux, d'autres encore l'ajustéant sur place avec une précision étonnante. Chaque tâche, aussi humble soit-elle, contribuait à l'ensemble. Les ouvriers vivaient dans des camps bien organisés, avec des dortoirs, des cuisines collectives, des ateliers et même des zones de loisirs. Des fouilles ont révélé la présence de boulangeries géantes capables de produire des milliers de pains par jour, ainsi que des brasseries fournissant la bière, boisson essentielle à leur alimentation. La santé des travailleurs était également prise en compte. Des restes humains retrouvés à proximité montrent des signes de soins médicaux, y compris des fractures à réparer et des maladies traitées. Des médecins, parfois formés dans les temples, étaient présents sur le site pour soigner les blessés et maintenir la main-d'œuvre en bonnes conditions. Ces détails contredisent radicalement l'image d'un chantier brutal et inhumain. La pyramide fut construite non pas sur la souffrance aveugle, mais sur une organisation minutieuse qui prenait en compte le bien-être collectif. Il serait injuste d'oublier le rôle des prêtres, omniprésents sur le chantier. Leur fonction dépassait largement le domaine religieux. Ils garantissaient l'harmonie entre l'œuvre humaine et la volonté divine. Chaque jour, ils accomplissaient tant des rituels pour protéger les travailleurs, purifier les outils, bénir les pierres. Ils récitaient anciennement des hymnes pour rappeler la faveur des dieux, invoquaient Nmat, l'ordre cosmique, afin que le projet ne soit pas perturbé par le chaos. Leur présence donnait au travail une dimension sacrée, rappelant à chacun que cette construction n'était pas un simple bâtiment, mais un acte spirituel. Les scribes, eux aussi, jouaient un rôle crucial. Ils étaient les gardiens de la mémoire du chantier, consignés grâce à les livraisons de matériaux, les rotations d'ouvriers, les progrès accomplis jour après jour. Sans eux, aucune coordination n'aurait été possible. Ils liaient le concret à l'administratif, transformant le chaos potentiel d'un projet gigantesque en une entreprise maîtrisée. Leurs registres, parfois gravés sur des ostracas ou inscrits sur des papyrus, nous offrent aujourd'hui un aperçu précieux de l'organisation colossale qui se cachait derrière chaque pierre. La diversité des métiers impliqués dans la construction est stupéfiante. Outre les ouvriers et les artisans, il y avait des charpentiers pour fabriquer les traîneaux, des cordiers pour tisser les cordes, des potiers pour façonner les récipients nécessaires au chantier, des pêcheurs et des chasseurs pour nourrir la main-d'œuvre. Même des musiciens faisaient des parties de l'équipe, jouant des rythmes pour accompagner les efforts collectifs et maintenir le moral. La pyramide n'était pas simplement un édifice, elle était une société en miniature, un microcosme où toutes les compétences humaines se rejoignaient pour servir à un but commun. Dans ce vaste ensemble, chacun savait que son travail dépassait sa propre existence. Les ouvriers n'étaient pas seulement des bâtisseurs, ils étaient les artisans d'un ordre éternel. Leur labeur n'était pas un simple échange contre nourriture et abri, mais un acte de foi. Ils croyaient en que leur œuvre assurait l'harmonie du cosmos, que chaque pierre posée participait à la victoire de la vie sur la mort. Cette conviction donnait un sens profond à leur labeur, transformant la fatigue en dévotion, l'effort en offrande. Il était frappant de constater à quel point cette dimension collective résonne encore aujourd'hui. La Grande Pyramide n'est pas seulement un monument à la gloire d'un roi, elle est un témoignage de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle agit d'une seule volonté. Elle incarne l'idée que l'effort individuel, si modeste soit-il, prend une signification universelle lorsqu'il s'inscrit dans un projet plus vaste. Mais cette humanité collective, aussi impressionnante soit-elle, n'explique pas à elle seule la perfection de l'ouvrage. Car au-delà des mains et des esprits, un autre facteur joua un rôle déterminant, le ciel lui-même. La pyramide, dans son orientation et sa forme, reflète un dialogue permanent avec l'univers. Pour comprendre pleinement son sens, il nous faut lever les yeux vers les étoiles, là où les Égyptiens trouvèrent leur inspiration la plus profonde. C'est ce lien mystérieux entre la pierre et le cosmos que nous explorerons dans la prochaine étape. Lorsque le regard s'élève au-dessus de la silhouette massive de la Grande Pyramide, il se heurte au silence infini du ciel. Là, au-delà des vents du désert et de la poussière du temps, brillamment les étoiles, immuables et mystérieuses. Et c'est vers elles, bien plus que vers la terre, que les anciens Égyptiens tournèrent sur leur regard lorsqu'ils conçurent l'un des monuments les plus emblématiques de l'humanité. Car la pyramide de Khéops n'est pas seulement une prouesse architecturale, elle est aussi un calendrier cosmique, un temple céleste, un miroir de l'ordre universel.
Son orientation, ses proportions, sa disposition même semblent répondre à des lois dictées non par la main de l'homme, mais par le ciel lui-même. L'orientation de la Grande Pyramide est l'un de ses aspects les plus étonnants. Ses 4 côtés sont presque parfaitement alignés avec les points cardinaux, avec une précision qui défie l'entendement. Même nos instruments modernes, malgré toute leur sophistication, ont du mal à égaler une telle exactitude. Comment une civilisation de l'âge du cuivre a-t-elle pu accomplir cela? La réponse se trouve dans l'observation patiente du ciel. Les prêtres astronomes, qui jouaient un rôle central dans la planification du monument, connaissaient intimement le mouvement des astres. Ils savaient un lire dans les étoiles comme dans un livre, repérant leur trajectoire saisonnière, anticipant leur position, utilisant leur lumière comme des repères. Les recherches suggèrent que l'orientation de la pyramide fut obtenue en observant les étoiles circumpolaires, celles qui ne disparaissent jamais sous l'horizon et semblent tourner éternellement autour du pôle céleste. En traçant des lignes imaginaires entre certaines de ces étoiles au moment précis de leur passage, les anciens Égyptiens purent déterminer avec une précision remarquable la direction du nord. Cette méthode, fondée sur des observations répétées et une rigueur presque scientifique, leur permit d'ancrer leur monument dans l'axe du monde. Ainsi, la pyramide ne s'élevait pas au hasard, elle était littéralement alignée avec le cosmos, mais l'orientation n'était qu'un aspect de ce dialogue céleste. Le choix de l'emplacement lui-même répondait à des considérations astronomiques et symboliques. Le plateau de Gizeh, légèrement surélevé, offrait une visibilité parfaite du ciel nocturne. Les Égyptiens pouvaient y observer le lever et le coucher des étoiles avec une clarté exceptionnelle. Certains alignements suggèrent également que la disposition des pyramides reflétait des constellations précises. Une hypothèse fascinante, proposée par certains chercheurs, avance que les 3 grandes pyramides de Gizeh sont alignées sur les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, un ensemble stellaire associé à Osiris, dieu de la résurrection et de l'au-delà. Si cette correspondance reste débattue, il est indéniable que la symbolique d'Orion jouait un rôle central dans la conception des monuments funéraires royaux. Dans la cosmologie égyptienne, l'âme du pharaon, après sa mort, devait rejoindre les étoiles immortelles, celles qui ne disparaissent jamais. Ces astres étaient considérés comme le domaine des dieux, un lieu d'éternité. La pyramide, en orientant ses couloirs, ses chambres et même sa masse vers ce royaume céleste, devenait le véhicule de cette ascension divine. Chaque pierre, chaque angle, chaque ouverture servait de guide pour ce voyage cosmique. L'un des exemples les plus fascinants de cette connexion céleste se trouve dans les conduits de ventilation de la chambre du roi. Longtemps considérés comme de simples passages d'air, ces tunnels étroits ont révélé, à la lumière de recherches récentes, un rôle bien plus symbolique. Leur orientation semble correspondre à des points précis du ciel, notamment vers certaines étoiles, importantes à l'époque de Khéops. L'un de ces conduits est aligné vers l'étoile polaire de l'époque, un repère immuable dans la voûte céleste tandis qu'un autre pointe vers Orion. Ce ne sont donc pas de simples ouvertures techniques, ce sont des chemins pour l'âme, des corridors spirituels guidant le pharaon vers sa destination éternelle. L'alignement avec les cycles solaires était également au cœur de la conception. La montée et la descente du soleil, symbole de mort et de renaissance, étaient intégrés à la structure même du monument. Les équinoxes et les solstices, moments clés du calendrier rituel, étaient observés avec attention. Certains chercheurs pensent que l'ombre projetée par la pyramide pouvait servir de repère pour marquer ces événements astronomiques, transformant le monument en un gigantesque cadran solaire. L'idée que la pyramide fonctionnait comme une horloge cosmique n'est pas exagérée. Elle inscrivait littéralement le passage du temps dans sa géométrie. Cette fascination pour les étoiles ne relevait pas d'une simple curiosité scientifique. Elle était profondément ancrée dans la vision du monde des anciens Égyptiens. Pour eux, le ciel n'était pas un espace vide, c'était un royaume vivant, habité par des dieux, régi par des lois sacrées. Les étoiles n'étaient pas de simples points de lumière, mais des êtres divins, des guides, des témoins. Le pharaon, en rejoignant ce monde après sa mort, ne quittait pas seulement la terre, il devenait lui-même une étoile, une présence éternelle dans le cosmos. Ce lien entre la pierre et le ciel nous rappelle à quel point la pyramide était plus qu'un monument funéraire. Elle était un pont entre 2 réalités, une structure conçue pour harmoniser l'ordre terrestre avec l'ordre céleste. Elle représentait la victoire de la Ma'at, l'équilibre universel sur le chaos. Dans ce contexte, chaque alignement prenait une signification métaphysique.
L'angle d'une paroi, la direction d'un couloir, la position d'une chambre n'étaient jamais arbitraires. Ils faisaient partie d'une symphonie cosmique dont le pharaon était le centre. Il est également possible que la pyramide ait servi à des fonctions rituelles liées aux observations célestes. Certaines hypothèses suggèrent que des prêtres, depuis son sommet ou ses abords, suivaient les mouvements des étoiles pour réguler le calendrier religieux, prévoir les crues du Nil ou déterminer les dates des cérémonies sacrées. Dans un monde où l'agriculture, la religion et le pouvoir dépendaient en partie des cycles naturels, cette maîtrise du temps était essentielle. La pyramide, loin d'être un édifice passif, aurait alors joué un rôle actif dans l'organisation de la vie collective. Ce dialogue entre pierre et ciel soulève une question profonde. Les anciens Égyptiens bâtissaient-ils simplement pour honorer leurs morts, ou cherchaient-ils à inscrire leur civilisation dans l'ordre éternel de l'univers ? La réponse se trouve peut-être dans l'impression étrange que la pyramide suscite encore aujourd'hui. En la contemplant, on a l'impression qu'elle ne repose pas sur le sol, mais qu'elle s'élève vers quelque chose d'invisible. Elle semble tendre vers un point fixe au-delà de notre monde, comme si elle voulait rejoindre les étoiles qu'elle imite. Cette impression n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un savoir patient, d'une observation minutieuse et d'une compréhension intuitive de l'univers. C'est la preuve que les Égyptiens, bien avant l'invention des télescopes, avaient déjà compris que l'humanité faisait partie d'un tout plus vaste, que notre destin était lié à celui des astres. Mais si les étoiles guidaient la forme et l'orientation de la pyramide, elles influençaient aussi sa structure interne. Car à l'intérieur de cette montagne de pierre se cache une architecture mystérieuse, un agencement de chambres et de couloirs dont la fonction dépasse souvent notre compréhension. Ce sanctuaire secret, creusé au cœur de l'édifice, est la prochaine étape de notre exploration, là où le monde des vivants s'efface et où commence celui de l'éternité. Il existe dans les pierres silencieuses de la Grande Pyramide un langage que l'on ne lit pas avec les yeux, mais avec l'esprit. C'est un langage de proportion, d'angle, d'orientation, un discours muet adressé à l'univers. Depuis des siècles, savants, architectes et mystiques cherchent à en déchiffrer les secrets. Ils ont vu dans ces dimensions des messages cachés, dans ces formes des symboles universels, dans sa géométrie un miroir des lois cosmiques. Que l'on y voit une science mathématique avancée ou un art sacré, il est indéniable que la pyramide n'a pas été conçue au hasard. Son architecture répond à un ordre profond, à une logique qui dépasse l'utilitaire pour toucher au spirituel. Les Égyptiens anciens voyaient dans les formes géométriques des symboles puissants. La pyramide, par son essence même, en est l'exemple le plus éloquent. Sa base carrée, solidement ancrée sur la terre, représente le monde matériel, stable et ordonné. Sa pointe qui s'élève vers le ciel incarne l'aspiration spirituelle, la quête de l'âme vers l'immortalité. Entre ces deux extrêmes, les fasciaux triangulaires symbolisent la montée progressive de l'esprit, l'ascension vers le divin. Ce n'est donc pas seulement une structure physique, c'est une représentation du voyage de l'existence, du chaos à l'ordre, de la matière à l'éternité. Les proportions de la Grande Pyramide renforcent cette dimension symbolique. Ces architectes ne se contentèrent pas de bâtir un monument impressionnant. Ils cherchèrent à créer une harmonie parfaite entre ces différentes parties. Les côtés de la base, les hauteurs, les angles d'inclinaison semblent obéir à des rapports soigneusement choisis. Certains chercheurs ont souligné que le rapport entre la hauteur et la demi-base évoque des relations harmoniques connues pour leur beauté et leur équilibre. Qu'ils aient consciemment utilisé ces principes ou qu'ils les aient découverts empiriquement, les bâtisseurs ont manifestement cherché une forme qui reflète un ordre supérieur. Cette idée d'harmonie dépasse la simple esthétique. Dans la pensée égyptienne, l'univers tout entier était régi par Ma'at, le principe d'équilibre, de vérité et de justice. Reproduire cet équilibre dans un monument, c'était participer à l'ordre cosmique lui-même. La pyramide n'était pas seulement un tombeau, elle était un microcosme de l'univers, un modèle réduit du cosmos ordonné par les dieux. Ces proportions n'étaient donc pas seulement belles, elles étaient injustes au sens sacré du terme. Certains spécialistes ont proposé que la pyramide encode également des connaissances astronomiques et calendaires. Sa hauteur, sa circonférence ou d'autres dimensions ont parfois été interprétées comme des représentations symboliques de cycles célestes, de durée, voire de distance. Si certaines de ces hypothèses relèvent de plus de la spéculation que de la science, elles témoignent néanmoins d'une intuition essentielle. La structure semble vouloir relier le monde terrestre au monde céleste, exprimer dans la pierre des vérités universelles.
Il est aussi possible que les bâtisseurs aient voulu transmettre des messages politiques et spirituels à travers l'architecture. En choisissant des proportions harmonieuses, ils affirmèrent la légitimité du pouvoir royal comme garant de l'ordre cosmique. Le pharaon, en tant que représentant des dieux sur Terre, avait pour mission de maintenir l'équilibre de l'univers. La pyramide, en incarnant cet équilibre dans ses formes, renforçait symboliquement son autorité et son rôle sacré. La disposition des chambres internes semble, elle aussi, obéir à une logique géométrique subtile. La chambre du roi, située au cœur du monument, représente symboliquement le centre du cosmos. Elle est entourée d'espaces vides et de conduits orientés vers le ciel, comme si elle constituait une passerelle entre deux mondes. La grande galerie, avec ses parois inclinées et sa hauteur impressionnante, n'est pas seulement un couloir. Elle est un axe vertical, une colonne qui relie la terre au firmament. Chaque salle, chaque passage, chaque proportion semble participer à un récit plus vaste, une narration silencieuse sur le destin de l'âme et l'ordre du monde. Les prêtres architectes égyptiens étaient vantés convaincus que les formes avaient un pouvoir. Construire selon des proportions sacrées, c'était attirer l'énergie divine, harmoniser l'espace avec les forces cosmiques. Dans cette vision, la pyramide agissait comme un pont, un canal, un point d'intersection entre le visible et l'invisible. Sa forme concentrée, stable et ascendante n'était pas seulement esthétique. Elle était opérante, capable de canaliser les énergies célestes vers le monde des hommes. Au fil des siècles, cette idée d'une géométrie sacrée a fasciné bien au-delà de l'Égypte. Des philosophes grecs comme Pythagore ou Platon ont vu dans les proportions et les formes idéales l'expression d'un ordre divin. Certains temples grecs, romains ou médiévaux reprennent des principes similaires, témoignant de la longue influence de cette conception. La pyramide, dans ce contexte, apparaît comme l'une des premières tentatives conscientes d'incarner dans l'architecture l'harmonie de l'univers. La fascination pour ces proportions ne s'est jamais éteinte. Des savants de la Renaissance aux chercheurs contemporains, beaucoup ont tenté d'y déceler des messages cachés. Certains y ont vu des indications sur la taille de la Terre, sur les cycles du temps ou sur des connaissances perdues. D'autres ont interprété ces dimensions comme des symboles métaphysiques, des clés de lecture de la réalité. Même si certaines de ces lectures sont spéculatives, elles témoignent toutes d'un même sentiment. La pyramide semble parler, dans un langage que nous percevons sans toujours le comprendre. Ce langage n'est pas seulement destiné aux érudits. Il agit aussi sur celui qui contemple la pyramide sans chercher à l'analyser. Il y a, dans ses proportions, une harmonie qui touche instinctivement l'esprit humain. En la regardant, on ressent un sentiment d'ordre, de paix, de permanence. Ce sentiment est universel. Il transcende les cultures, les langues, les époques. Il témoigne de la capacité de l'homme à traduire l'invisible en forme, à donner corps à des idées abstraites par la pierre et la lumière. Cette géométrie sacrée n'est pas seulement un aboutissement intellectuel, elle est aussi un chemin spirituel. En gravissant les niveaux de la pyramide, l'âme du pharaon suivait symboliquement un parcours d'élévation, s'éloignant de la matière pour se rapprocher du divin. Chaque dimension, chaque alignement participait à ce voyage. La pyramide n'était pas seulement un tombeau pour le corps, elle était un véhicule pour l'âme. Il est frappant de constater que ce langage silencieux continue de nous parler aujourd'hui. Nous vivons dans un monde saturé de données, d'explications et de mesures, mais face à la pyramide, nous ressentons quelque chose d'indéfinissable, l'intuition qu'un savoir ancien s'y cache, que les pierres renferment un message que notre époque n'a pas encore pleinement déchiffré. Peut-être est-ce précisément là le génie des bâtisseurs, avoir créé une œuvre qui dépasse son époque, qui parle autant à l'intellect qu'à l'âme, qui nous pousse à chercher des réponses au-delà de ce que nous voyons. Mais ce langage géométrique, aussi profond soit-il, ne dit pas tout. Car au cœur même de la pyramide, dans ses profondeurs silencieuses et obscures, se trouvent des chambres dont la fonction exacte demeure encore aujourd'hui un mystère. Que contenaient-elles vraiment ? À quoi servaient-elles au-delà de leur rôle funéraire apparent ? C'est vers ce sanctuaire intérieur, vers ce cœur caché de pierre et d'ombre que nous nous dirigerons à présent. Au plus profond de la grande pyramide, loin du tumulte des vents du désert et des regards des hommes, se trouve un monde silencieux et immobile. C'est un royaume de couloirs étroits et d'espaces peu clos, de murs polis qui semblent avoir été façonnés pour protéger quelque chose d'inestimable. Si l'extérieur de la pyramide impressionne par sa grandeur et sa symétrie, son intérieur fascine par son mystère. Car malgré des siècles d'exploration, d'études et de théories, les chambres internes de l'édifice continuent semblent de résister à une compréhension totale.
Elles sont le cœur scellé de ce monument millénaire, le lieu où le sacré et l'inconnu se rencontrent. Dès les premières incursions dans la pyramide, les explorateurs furent un peu frappés par son organisation intérieure. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un tombeau royal, elle ne comporte pas de salles richement décorées, de hiéroglyphes flamboyants ou de trésors visibles. Ses murs sont nus, austères, presque ascétiques. Cela ne résulte pas d'un oubli. Ce dépouillement est intentionnel. Il répond à une logique spirituelle, celle de créer un espace pur, protégé, réservé à un rituel qui ne devait pas être vu des vivants. C'est dans ce silence de pierre que devait s'accomplir le voyage de l'âme royale. L'agencement de l'intérieur est d'une complexité remarquable. On y trouve 3 principales chambres, la chambre souterraine creusée profondément sous la base de la pyramide, la chambre dite de la reine située au centre et la chambre du roi située plus haut au cœur même de l'édifice. Chacune d'elles semble répondre à une fonction différente, à la fois symbolique et rituelle. Leur disposition verticale n'est pas anodine. Elle représente probablement le voyage de l'âme depuis les profondeurs de la terre jusqu'au royaume céleste. La chambre souterraine, la plus énigmatique des 3, n'a jamais été achevée. Elle s'enfonce dans le roc brut comme une matrice primordiale. Certains y voient une tentative abandonnée, d'autres un symbole de l'origine, de la naissance de l'univers, à partir du chaos. Sa position sous la pyramide pourrait représenter le monde souterrain, le domaine de l'invisible d'où émerge toute création. Elle incarne le point de départ d'un processus spirituel, l'état initial avant la transformation. Plus haut, la chambre de la reine suscite depuis longtemps des débats. Son nom est trompeur, elle n'a jamais accueilli de reine. Sa fonction exacte reste incertaine. Certains pensent qu'il s'agissait d'un espace rituel, lié à la purification de l'âme, un lieu où le défunt subissait une forme de renaissance symbolique avant de poursuivre son ascension. D'autres y voient une chambre de culte, un sanctuaire destiné à accueillir des offrandes ou à abriter des objets sacrés. Ce qui est certain, c'est que son emplacement au centre exact de la pyramide n'est pas un hasard. Elle représente un point d'équilibre, une étape intermédiaire entre le monde terrestre et le monde céleste. Au sommet de cette hiérarchie spirituelle se trouve la chambre du roi, cœur symbolique et rituel de l'édifice. C'est là que reposait le sarcophage de Khéops, taillé dans un seul bloc de granit et placé avec une précision stupéfiante. Cette chambre, aux proportions soigneusement calculées, dégage une impression d'ordre et de solennité. Elle n'était pas seulement le lieu de repos du corps royal, elle était un temple dans lequel l'âme devait s'éveiller et s'élever. Les conduits qui partent de cette salle, orientés vers certaines étoiles, sont autant de chemins spirituels permettant à l'essence du pharaon de rejoindre les cieux. L'un des aspects les plus fascinants de l'intérieur de la pyramide est la grande galerie. Ce couloir immense, à la fois étroit et vertigineux, relie la chambre de la reine à celle du roi. Sa fonction dépasse la simple utilité architecturale. Avec ses parois inclinées et sa hauteur impressionnante, il évoque un passage rituel, un axe vertical reliant la terre et le ciel. Certains y voient une métaphore du chemin de l'âme, d'autres une représentation symbolique de l'échelle cosmique reliant le monde des hommes à celui des dieux. Il est possible qu'il ait également servi à déplacer les lourds blocs de granit nécessaires à la construction de la chambre supérieure, mais même dans ce cas, sa conception témoigne d'une intention spirituelle profonde. Le choix des matériaux utilisés dans ces chambres est également révélateur. Alors que la majeure partie de la pyramide est construite en calcaire, les salles internes sont faites de granit, une pierre plus dure, plus résistante et considérée comme plus noble. Ce contraste n'est pas anodin. Il reflète la différence entre l'extérieur, visible et terrestre, et l'intérieur sacré et éternel. En plaçant le sarcophage dans une chambre de granit, les Égyptiens affirmaient en l'immuabilité de l'âme royale, sa résistance à la corruption et au temps. Les chambres internes recèlent encore de nombreux mystères. Certaines galeries s'interrompent là brusquement, comme si elles n'avaient jamais été terminées. D'autres passages semblent ne mener nulle part, suscitant toutes sortes d'interprétations. Peut-être s'agissait-il de symboles destinés à représenter des chemins spirituels invisibles ou de fausses pistes destinées à égarer les pilleurs de tombes. Peut-être aussi y a-t-il encore, cachés dans la masse de pierre, des espaces secrets que nous n'avons pas encore découverts. Les technologies modernes, telles que la thermographie ou les scanners à muons, ont révélé l'existence de cavités inconnues dans la structure, mais leur nature reste mystérieuse. Ce voile de mystère nourrit toutes sortes d'hypothèses. Certains chercheurs suggèrent que les chambres servaient à des rituels que nous ne comprenons plus,
impliquant des textes sacrés, des objets rituels ou des cérémonies initiatiques. D'autres pensent que la pyramide était bien plus qu'un tombeau. Elle aurait pu servir de temple d'initiation, de centre spirituel destiné à élever la conscience de ceux qui y pénétraient. Des traditions ésotériques postérieures ont même affirmé que l'intérieur de la pyramide était conçu comme une carte symbolique de l'univers, chaque chambre représentant un plan de l'existence. Quelles que soient pas les interprétations, un point demeure incontestable. L'intérieur de la pyramide n'était pas destiné aux vivants. Il s'agissait d'un espace pour l'éternité, un lieu où le temps perdait tout son sens. Tout y était conçu pour accompagner l'âme dans son voyage vers l'immortalité. Les couloirs étroits, les passages ascendants, les salles silencieuses n'étaient pas de simples structures architecturales. Ils formaient un récit, une expérience initiatique, une traversée de l'invisible. Cette conception trouve un écho dans d'autres monuments funéraires de l'Égypte ancienne. Les tombeaux de la vallée des rois, par exemple, sont souvent organisés comme des voyages symboliques à travers l'au-delà, chaque salle représentant une étape du chemin. La pyramide de Khéops, bien qu'antérieure, semble déjà porter cette idée à un niveau supérieur, transformant l'architecture en une sorte de rituel figé dans la pierre. Il est fascinant d'imaginer ce que pouvait ressentir un prêtre, un architecte ou un initié pénétrant dans ces couloirs pour la première fois. La lumière des torches projetait des ombres dansantes sur les parois. L'air devenait plus frais, le silence plus profond à mesure qu'il avançait. Chaque pas le rapprochait d'un centre invisible, d'un lieu où les frontières entre la vie et la mort, entre le matériel et le spirituel, s'effaçaient. Là, au cœur de la pierre, il n'y avait plus de roi, plus de corps, plus de tombeau. Il n'y avait que le mystère. Ce mystère continue aujourd'hui d'intriguer scientifiques et chercheurs. Chaque nouvelle exploration révèle un détail inattendu. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Mais peut-être est-ce là l'une des plus grandes réussites de la pyramide. Avoir créé un espace qui résiste délibérément à la compréhension totale, un lieu qui oblige l'esprit humain à s'interroger, à contempler, à imaginer. Dans ce cœur scellé, l'histoire cesse d'être un récit pour devenir une expérience. On n'y cherche plus seulement des faits, mais un sens. On n'y trouve pas des réponses définitives, mais des portes vers d'autres questions. Et peut-être est-ce précisément ce que voulaient lancer les bâtisseurs, que leur œuvre ne soit pas seulement un monument pour un roi, mais un miroir tendu à l'humanité, une invitation à explorer les profondeurs de ce que nous ne comprenons pas encore. Mais si l'intérieur de la pyramide évoque l'éternité et la transformation, sa fonction dépasse probablement celle d'un simple tombeau. Car pour les Égyptiens, la fête tarsée, la mort n'était qu'un passage vers un autre état d'être, un pont vers un royaume supérieur. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous tenterons de comprendre comment cette structure monumentale était aussi conçue comme une porte vers l'invisible, un passage entre deux mondes, celui des hommes et celui des dieux. À première vue, la grande pyramide de Gizeh semble n'être qu'un tombeau colossal, un monument de pierre destiné à abriter le corps d'un roi défunt. Mais réduire son rôle à cette simple fonction funéraire serait passer à côté de sa véritable nature. Car pour les anciens Égyptiens, la mort n'était ni une fin ni une disparition, elle était un passage. Et la pyramide, loin d'être une simple sépulture, était conçue comme un véhicule spirituel, un instrument destiné à accompagner le pharaon dans sa métamorphose vers l'éternité. Dans sa masse silencieuse, dans ses couloirs étroits et ses chambres cachées, elle était moins un tombeau qu'un temple initiatique, un pont entre deux réalités. La pensée religieuse égyptienne reposait sur une vision du monde profondément spirituelle. La vie terrestre n'était qu'une étape dans un cycle beaucoup plus vaste. L'existence continuait dans l'au-delà, un royaume immatériel que l'on appelait l'Aharu, souvent décrit comme un reflet idéalisé de la vallée du Nil. Pour atteindre ce monde éternel, l'âme devait franchir de nombreuses épreuves, affronter des jugements, se purifier, se transformer. Ce voyage complexe exigeait des préparatifs méticuleux, et la pyramide en était l'un des éléments centraux. Le pharaon, en tant que fils de Ré et incarnation vivante d'Horus, n'était pas un homme ordinaire. Sa mort n'était pas une simple transition biologique, mais un événement cosmique. Sa destinée était de quitter le monde des mortels pour rejoindre les dieux, de passer de la condition humaine à l'état divin. La pyramide avait pour fonction de faciliter cette transformation. Chaque pierre posée, chaque alignement calculé, chaque espace intérieur avait pour but d'orienter, de protéger, de guider l'âme royale dans son ascension vers le ciel. L'architecture même de la pyramide reflète cette fonction initiatique. Sa forme triangulaire, qui s'élève de la terre vers le ciel, symbolise l'ascension spirituelle.
Sa base, solidement ancrée dans le sol, représente le monde matériel, tandis que sa pointe, qui semble toucher le firmament, incarne la destination céleste. L'âme, en suivant symboliquement ce chemin, quitte la densité de la matière pour atteindre les sphères supérieures. Dans cette perspective, monter vers le sommet de la pyramide n'est pas seulement une ascension physique, c'est un acte rituel, une métaphore de l'élévation intérieure. Cette idée se retrouve également dans la disposition interne du monument. Les trois niveaux principaux, la chambre souterraine, la chambre de la reine et la chambre du roi, représentent probablement des étapes spirituelles distinctes. Le passage de l'une à l'autre symbolise le parcours de l'âme, depuis son émergence du chaos originel, le monde souterrain, en passant par sa purification et sa transformation, le monde intermédiaire, jusqu'à son union finale avec le divin, le royaume céleste. Ce schéma, présent dans de nombreuses traditions spirituelles, reflète une conception universelle du voyage posthume: descente, épreuve, renaissance. Les rituels funéraires accomplis dans la pyramide participaient également à cette transformation. Le corps du pharaon était soigneusement momifié afin de préserver son enveloppe terrestre, indispensable à la survie de l'âme. Des textes sacrés tels que les textes des pyramides, parmi les plus anciens écrits religieux de l'humanité, étaient récités pour guider l'esprit dans l'au-delà. Ces incantations décrivèrent les étapes du voyage, les obstacles à franchir, les ennemis à vaincre, les divinités à invoquer. Elles étaient autant de cartes spirituelles, inscrivant l'âme dans un itinéraire précis vers l'immortalité. Certains passages de ces textes révèlent à quel point la pyramide était perçue comme un instrument de passage. On y trouve des formules évoquant l'âme s'élevant comme un faucon, traversant les portes du ciel, rejoignant les étoiles impérissables. D'autres décrivent le roi montant sur une échelle de lumière ou naviguant dans la barque solaire de Ré à travers les cieux. La pyramide n'était donc pas un lieu d'immobilité mais de mouvement. Elle était un moteur de transformation, une structure conçue pour projeter l'âme vers une nouvelle dimension d'existence. L'importance de ce processus dépassait largement la personne du pharaon. Dans la vision cosmologique des Égyptiens, le roi n'était pas seulement un individu, il était le garant de l'ordre universel, l'incarnation de Maat. Sa mort et sa renaissance symbolique assuraient sans arrêt la continuité du cosmos lui-même. Si le roi échouait à atteindre l'éternité, le monde risquait de sombrer dans le chaos. En ce sens, la pyramide n'était pas seulement un projet funéraire, elle était un acte cosmique, une condition de l'équilibre universel. Ce rôle spirituel de la pyramide se reflétait aussi dans sa relation avec les astres. Comme nous l'avons vu, ses couloirs, ses conduits et son orientation étaient conçus pour aligner l'âme du roi avec des étoiles précises, considérées comme des portes vers l'immortalité. L'âme, en empruntant ces axes invisibles, rejoignait les constellations associées aux dieux. Elle devenait elle-même une étoile, participant à l'ordre céleste. Dans cette conception, mourir n'était pas disparaître, c'était changer de forme, s'intégrer dans la trame cosmique. La pyramide servait également de lieu d'initiation pour les vivants. Certains chercheurs pensent que les prêtres accomplissaient des rituels symboliques dans ces chambres, simulant le voyage de l'âme afin de se préparer eux-mêmes à la mort. Ces cérémonies, entourées de contrôles secrets, auraient permis aux initiés d'expérimenter une forme de mort mystique, une transformation intérieure les rapprochant du divin. Ainsi, la pyramide n'était pas seulement un tombeau royal, mais un centre spirituel destiné à élever la conscience humaine. Des traditions ésotériques postérieures, notamment dans l'Égypte gréco-romaine et dans certains courants hermétiques, ont repris cette idée de la pyramide comme instrument de transformation. Elles la décrivent tant comme un temple initiatique où les candidats à la sagesse subissaient des épreuves symboliques, affrontaient ante leur peur, méditaient dans l'obscurité pour renaître à une nouvelle lumière. Même si ces récits sont difficiles à vérifier historiquement, ils témoignent de la puissance du symbole. La pyramide incarne l'idée universelle de passage, d'élévation, de renaissance. Ce rôle de portail spirituel explique aussi pourquoi la pyramide est restée un objet de fascination bien au-delà de l'Égypte ancienne. Des philosophes grecs comme Platon et Pythagore y voyaient un symbole de l'union entre le terrestre et le céleste. Des traditions mystiques médiévales la considéraient comme un modèle de l'univers. Même à l'époque moderne, elle continue d'inspirer des artistes, des penseurs, des chercheurs qui y voient plus qu'une prouesse architecturale, un message silencieux adressé à l'humanité sur sa propre destinée. Il est significatif que, des milliers d'années après sa construction, la Grande Pyramide suscite encore une sensation étrange, presque spirituelle chez ceux qui la visitent.
Beaucoup parlent en un sentiment de paix, d'émerveillement, d'intemporalité. D'autres évoquent une impression d'élévation, comme si la simple contemplation de sa forme invitait à dépasser les limites du quotidien. Cette réaction instinctive n'est peut-être pas accidentelle, elle reflète l'intention même de ses bâtisseurs. La pyramide n'était pas seulement destinée à guider une âme royale, elle devait aussi rappeler à tous les êtres humains que leur existence ne se limite pas à la matière. La mort, pour les Égyptiens, n'était pas une fin mais un changement d'état. Elle faisait partie d'un cycle infini de mort et de renaissance, de descente et d'ascension. La pyramide, en matérialisant ce cycle, offrait un modèle à suivre, une promesse que l'existence humaine pouvait transcender ses limites. Elle nous rappelle encore aujourd'hui que le plus grand voyage n'est pas celui que l'on fait à travers l'espace, mais celui que l'on entreprend vers l'intérieur, vers l'éternité. Mais cette quête spirituelle, aussi élevée soit-elle, ne s'est jamais faite sans zone d'ombre. Depuis l'Antiquité, certains ont soupçonné que la pyramide cachait plus qu'un message religieux. Peut-être recèle-t-elle les traces d'un savoir perdu, d'une civilisation oubliée, d'un héritage plus ancien que l'histoire elle-même. C'est vers ces théories interdites, souvent controversées mais profondément intrigantes, que nous tournerons notre regard dans la prochaine étape. Depuis que la Grande Pyramide se dresse sur le plateau de Gizeh, elle inspire autant d'admiration que de perplexité. Sa taille, sa précision, son symbolisme et son mystère ont conduit de nombreux chercheurs à penser qu'elle pourrait cacher bien plus que ce que l'histoire officielle admet. Si la majorité des archéologues s'accordent pour y voir l'œuvre du génie égyptien de l'Ancien Empire, d'autres voix, parfois marginales, avancent une hypothèse radicale. Et si la pyramide n'était pas uniquement le fruit de la civilisation pharaonique, et si elle portait la marque d'un savoir plus ancien, hérité d'un peuple oublié ou d'une culture disparue dont les traces auraient été effacées par le temps? Cette idée, longtemps reléguée aux marges de la science, n'a pourtant jamais cessé de hanter les esprits. Elle s'appuie sur un ensemble d'observations troublantes, de coïncidences étranges et de questions sans réponse qui continuent de défier notre compréhension. L'une des plus frappantes concerne la chronologie elle-même. Selon la datation traditionnelle, la Grande Pyramide aurait été construite vers 2560 avant notre ère, sous le règne de Khéops. Mais certains éléments semblent suggérer une origine plus ancienne. Des traces d'érosion sur le Sphinx et certains blocs du plateau de Gizeh ont conduit certains géologues à proposer une date bien antérieure, remontant peut-être à plus de 10 000 ans. Si cette hypothèse était confirmée, elle impliquerait l'existence d'une civilisation avancée antérieure à l'Égypte dynastique. Cette théorie d'une civilisation perdue trouve un écho dans de nombreux mythes anciens. Les textes égyptiens eux-mêmes parlent d'une époque mythique, celle de Zep-Tépi, le premier temps, durant laquelle les dieux auraient y régné sur la terre et transmis à l'humanité les fondements du savoir. Dans ces récits, la pyramide n'est pas une création humaine, mais l'héritage d'une ère primordiale, construite pour refléter l'ordre divin sur terre. D'autres traditions, comme les récits mésopotamiens, les mythes mayas ou les légendes grecques, évoquent elles aussi des âges d'or disparus, des civilisations englouties ou effacées. Il est tentant d'y voir des souvenirs fragmentés d'un passé oublié. Certains chercheurs indépendants ont avancé que la Grande Pyramide pourrait contenir des connaissances scientifiques bien plus avancées que celles généralement attribuées à l'Égypte antique. Ils soulignent, par exemple, la précision de son orientation, sa résistance au temps, ou encore certaines proportions, qui semblent refléter des constantes universelles. Selon cette lecture, les bâtisseurs possédaient une compréhension approfondie de la Terre, du ciel et des lois naturelles, peut-être héritée d'un savoir transmis depuis des temps immémoriaux. Bien que ces interprétations soient souvent controversées, elles témoignent d'un fait indéniable. La pyramide dépasse largement ce que l'on attendrait d'une simple tombe royale. Il existe aussi des théories selon lesquelles la Grande Pyramide aurait eu d'autres fonctions que celles de sépulture. Certains pensent peu qu'elle aurait pu servir de centre énergétique, un point focal destiné à capter, concentrer ou canaliser des forces naturelles. D'autres y voient un observatoire astronomique d'une précision exceptionnelle, capable de prédire des cycles célestes sur des millénaires. D'autres encore avancent l'idée qu'elle fut conçue comme une bibliothèque de pierre, un monument codant des connaissances universelles dans ses proportions, ses angles et ses alignements. Si ces idées de l'Égypte ne reposent souvent que sur des spéculations, elles reflètent du tout une même intuition. La pyramide pourrait être bien plus qu'un simple édifice funéraire.
Un autre argument souvent avancé par les partisans de l'hypothèse d'un savoir ancien concerne les similitudes frappantes entre les pyramides d'Égypte et celles d'autres civilisations éloignées, comme les temples d'Amérique centrale ou les structures mégalithiques d'Asie. Bien que ces constructions soient séparées par des milliers de kilomètres et de nombreuses générations, elles partagent certaines caractéristiques architecturales et symboliques. Pour certains, cela suggère l'existence d'une source commune de connaissances, un héritage transmis de civilisation en civilisation. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un exemple de convergence culturelle, où des sociétés différentes ont trouvé indépendamment des solutions similaires à des problèmes similaires. Ces théories, bien que séduisantes, ne sont pas sans critique. La plupart des égyptologues les rejettent comme des extrapolations hasardeuses ou des interprétations biaisées. Les preuves directes d'une civilisation avancée antérieure à l'Égypte restent inexistantes, et les datations archéologiques fondées sur des méthodes scientifiques, telles que la stratigraphie, la datation au radiocarbone ou l'étude des inscriptions, confirment en grande partie la chronologie traditionnelle. Pour la majorité des chercheurs, la pyramide est bien l'œuvre des Égyptiens de l'Ancien Empire, fruit de siècles de savoir accumulé et de maîtrise technique. Pourtant, même les chercheurs les plus prudents reconnaissent que de nombreuses zones d'ombre persistent. Nous ne savons toujours pas avec certitude comment certaines techniques ont été mises en œuvre, comment les blocs ont été assemblés avec une telle précision, ou comment certaines chambres ont été creusées sans outils métalliques sophistiqués. Ces inconnus laissent la porte ouverte à l'imagination, et c'est peut-être là l'une des raisons pour lesquelles les théories alternatives persistent. Elles comblent les vides laissés par la science, offrant des réponses là où il n'y a que des questions. Il est aussi possible que la vérité se situe quelque part entre ces deux visions. Plutôt qu'une civilisation disparue aux technologies miraculeuses, il pourrait s'agir d'une accumulation de savoirs bien plus anciens que nous ne le pensons. L'Égypte n'aurait pas été une exception isolée, mais l'héritière d'un patrimoine intellectuel et spirituel transmis à travers des générations de peuples préhistoriques. Ce savoir, perfectionné et enrichi, aurait trouvé son expression ultime dans la pyramide de Gizeh. La fascination pour ces théories interdites révèle aussi quelque chose de notre propre époque. Elles traduisent notre difficulté à accepter que des sociétés anciennes aient pu accomplir des prouesses qui nous dépassent encore. Elles reflètent notre désir de croire qu'il existe un savoir caché, une vérité plus vaste qui nous relie à un passé oublié. Elles sont, en un sens, le miroir de notre propre quête de sens, de notre besoin d'inscrire l'humanité dans une histoire plus longue et plus mystérieuse que celle que racontent les manuels. Qu'elles soient fondées ou non, ces hypothèses participent à la richesse du mystère. Elles nous rappellent que la pyramide n'est pas seulement un objet d'étude archéologique, mais aussi un symbole intemporel, une énigme qui nourrit l'imagination humaine depuis des millénaires. Peut-être n'avons-nous pas besoin que ces deux théories en soutiennent soient vraies pour qu'elles aient de la valeur. Leur simple existence nous pousse à poser des questions, à explorer des pistes nouvelles, à remettre en question nos certitudes. Et si la pyramide n'était finalement pas seulement le produit d'un peuple ancien ou l'héritage d'une civilisation oubliée, mais quelque chose d'encore plus profond, une œuvre collective de l'humanité, une synthèse de savoir, d'aspirations et de rêves transmis à travers les âges, peut-être est-ce cette dimension universelle qui explique sa puissance. Elle nous relie à nos ancêtres lointains, réels ou mythiques, et nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire qui dépasse largement notre propre époque. Dans cette perspective, les théories interdites ne sont pas des obstacles à la vérité, mais des fenêtres ouvertes sur d'autres manières de l'apercevoir. Elles nous rappellent que la connaissance est toujours en mouvement, qu'elle se nourrit de doutes autant que de certitudes, et c'est peut-être ce doute, ce mélange d'histoire et de mythes, de science et d'intuition qui donne à la pyramide sa véritable force. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, une dernière question demeure. Quel est l'héritage de ce monument aujourd'hui ? Comment son image et son mystère continuent-ils d'influencer notre monde moderne, nos sciences, nos philosophies et nos rêves ? Dans la prochaine étape, nous verrons que la pyramide, loin d'être une relique du passé, est encore vivante, un miroir dans lequel l'humanité continue de se contempler. Plus de 4 millénaires après son achèvement, la grande pyramide de Gizeh continue d'intriguer, d'inspirer et de défier notre compréhension. Sa silhouette familière, découpée dans la lumière du désert, semble appartenir à un autre âge, et pourtant, elle reste étonnamment présente dans notre monde moderne.
Loin d'être un simple vestige du passé, est devenue un objet d'étude scientifique, un modèle pour des expériences d'ingénierie, une source d'inspiration pour des architectes et des penseurs, et parfois même un laboratoire pour des hypothèses audacieuses. Chaque génération, fascinée par son mystère, y projette ses propres questions, ses propres doutes, ses propres rêves. La science moderne a joué un rôle déterminant dans le renouvellement de notre compréhension de la pyramide. Grâce aux technologies les plus avancées, scanners à muons, thermographie infrarouge, modélisation 3D, drones cartographiant les moindres recoins du monument, les chercheurs explorent aujourd'hui ce que les anciens bâtisseurs n'auraient jamais imaginé. Ces outils permettent de voir à l'intérieur de la pyramide sans l'endommager, révélant des cavités, des anomalies structurelles et des détails jusqu'alors invisibles. L'une des découvertes les plus marquantes de ces dernières années fut celle d'une vaste cavité inconnue, détectée en 2017 au-dessus de la Grande Galerie. Sa fonction reste mystérieuse, mais sa simple existence prouve que le monument n'a pas encore livré tous ses secrets. Les recherches scientifiques ne se limitent pas à la structure elle-même, elles s'intéressent aussi aux matériaux, aux techniques de construction et à la logistique de l'époque. Des analyses chimiques ont permis de mieux comprendre l'origine des pierres et les méthodes d'extraction. D'autres études ont montré que certaines parties de la pyramide pouvaient avoir été construites à l'aide d'un mélange de pierres naturelles et de blocs moulés à partir de boues calcaires reconstituées. Si cette théorie se confirme, elle changerait radicalement notre vision du chantier et démontrerait une maîtrise technologique insoupçonnée pour l'époque. Parallèlement, des ingénieurs et des archéologues expérimentaux ont tenté de reproduire certaines étapes de la construction pour tester les hypothèses traditionnelles. Dans plusieurs projets menés en Égypte, en Europe et au Japon, des équipes ont extrait, taillé, transporté et assemblé des blocs de pierre en utilisant uniquement les outils et les méthodes supposées disponibles à l'époque de Khéops. Ces expériences, bien que difficiles et souvent laborieuses, ont prouvé que les techniques anciennes étaient parfaitement capables d'expliquer la construction de la pyramide, sans avoir recours à des technologies assez perdues ou à des théories fantastiques. Elles ont également mis en lumière un aspect souvent sous-estimé, l'efficacité de l'organisation collective et de la planification, qui jouaient un rôle aussi crucial que les outils eux-mêmes. La fascination moderne pour la pyramide ne se limite pas à la recherche académique. Elle a inspiré des tentatives de réplique à travers le monde, parfois dans un but scientifique, parfois pour des raisons symboliques ou artistiques. Des universités ont construit des modèles réduits pour étudier l'impact de la forme pyramidale sur la répartition des charges ou les phénomènes énergétiques. Des architectes contemporains ont repris la géométrie pyramidale dans leur création, convaincus qu'elle incarne un équilibre entre stabilité et élévation. Même dans le domaine des sciences appliquées, certains chercheurs étudient comment la forme pyramidale pourrait influencer des phénomènes physiques tels que la distribution de l'énergie solaire ou les flux d'air. L'influence culturelle de la Grande Pyramide est tout aussi profonde. Elle est devenue un symbole universel de mystère et de connaissances anciennes, apparaissant dans des œuvres d'art, des romans, des films et des jeux vidéo. Elle inspire des philosophies spirituelles, des mouvements ésotériques, des réflexions sur le sens de la vie et la place de l'humanité dans l'univers. Son image est utilisée pour évoquer des notions d'ordre, d'ascension, de permanence. Elle incarne l'idée que l'homme, même dans son extrême ancienneté, est capable de dialoguer avec le cosmos et de laisser une empreinte qui défie le temps. Certaines des expériences contemporaines les plus fascinantes concernent l'étude des effets potentiels de la pyramide sur son environnement. Bien que nombre de ces recherches restent spéculatives, elles reflètent un désir persistant de comprendre si la forme elle-même possède des propriétés particulières. Certains chercheurs ont examiné la répartition du champ électromagnétique à l'intérieur du monument. D'autres ont étudié la façon dont sa géométrie pourrait concentrer l'énergie solaire ou influencer les mouvements de l'air. Même si ces résultats sont loin d'être concluants, ils montrent que la pyramide continue d'être un laboratoire d'idées, un terrain d'expérimentation où se rencontrent science, imagination et intuition. Le monument suscite également des réflexions profondes sur notre rapport au temps et à la mémoire. Dans un monde où la plupart des constructions humaines sont éphémères, la pyramide nous confronte à une autre temporalité, celle de l'éternité. Elle nous rappelle que l'humanité est capable de bâtir pour des millénaires, d'inscrire ses rêves dans la pierre et de dialoguer avec l'avenir. Ce simple fait a inspiré des initiatives contemporaines visant à créer des structures conçues pour durer des siècles, voire des millénaires.
Certains architectes et philosophes considèrent la pyramide comme un modèle pour penser des projets à très long terme, qu'il s'agisse de monuments, d'archives ou même de sondes spatiales destinées à voyager pendant des millénaires. La Grande Pyramide a aussi des résonances dans des domaines inattendus, comme la science de l'information ou la philosophie du temps. Certains chercheurs voient dans sa construction un exemple précoce de mémoire culturelle, un message intentionnel adressé aux générations futures, une preuve que l'humanité peut transmettre des idées à travers des millénaires, même lorsque les mots et les langues disparaissent. Dans cette optique, elle n'est pas seulement un témoin du passé, mais aussi un messager du futur. Elle nous rappelle que ce que nous bâtissons aujourd'hui pourrait un jour parler pour nous bien après notre disparition. La fascination qu'exerce la pyramide dans le monde moderne révèle aussi un paradoxe. Plus nous en apprenons sur elle, plus elle semble mystérieuse. Chaque découverte scientifique, chaque avancée technologique ouvre de nouvelles questions. Chaque réponse révèle des zones d'ombre encore plus profondes. Cette dynamique perpétuelle est peut-être le plus grand héritage du monument. Il nous enseigne que la connaissance est un chemin infini, que le mystère n'est pas un obstacle à la science, mais son moteur. Ce dialogue entre passé et présent, entre pierre et pixels, entre rites anciens et méthodes scientifiques, montre que la Grande Pyramide n'appartient pas uniquement à l'Antiquité. Elle appartient à toutes les époques, y compris la nôtre. Elle est un miroir dans lequel nous voyons nos propres limites et nos propres aspirations. Elle nous pousse à imaginer ce que nous pourrions accomplir si nous décidions, comme les anciens Égyptiens, de construire pour l'éternité. Et pourtant, même au terme de ces recherches, de ces expériences et de ces réflexions, une part de mystère demeure. La pyramide garde ses secrets, résiste à nos certitudes, échappe à nos définitions. C'est peut-être ce qui la rend si puissante. Elle n'est pas seulement un objet que l'on peut mesurer, analyser ou comprendre. Elle est une énigme vivante, un défi lancé à chaque génération. Dans la dernière étape de notre voyage, nous tenterons de saisir l'essence même de cette énigme. Car au-delà des pierres, des chiffres, des rituels et des hypothèses, ce monument nous parle de nous-mêmes, de nos peurs, de nos rêves, de notre désir d'immortalité. Il nous rappelle que, comme les Égyptiens d'autrefois, nous cherchons encore à vaincre le temps et à inscrire notre existence dans l'infini. C'est cette quête silencieuse, universelle et éternelle que nous explorerons pour conclure notre voyage. Sur le plateau de Gizeh, lorsque le soleil se couche et que le vent du désert se met à souffler doucement, la Grande Pyramide retrouve sa véritable nature, celle d'un monument silencieux, immobile, témoin d'un passé lointain mais étrangement vivant. Elle n'a pas besoin de mots pour raconter son histoire. Elle parle à travers ses lignes parfaites, ses ombres allongées, son poids qui défie le temps. Elle parle à celui qui s'arrête pour l'écouter. Et ce qu'elle dit depuis plus de 40 siècles va bien au-delà des mystères de sa construction ou des secrets enfouis dans ses chambres. Elle nous parle de l'humanité elle-même, de son désir d'éternité, de sa peur de l'oubli, de sa quête de sens dans un univers indifférent. Ce monument n'est pas seulement une prouesse architecturale, il est un miroir tendu à notre condition. Dans ces pierres, nous voyons le reflet de notre capacité à rêver grand, à accomplir ce que l'on croit impossible, à inscrire dans la matière les désirs les plus profonds de notre esprit. La pyramide en a la preuve que l'être humain ne se contente pas de vivre, il cherche à durer. Elle témoigne de cette force intérieure qui pousse l'humanité à laisser une trace, à dépasser les frontières de la mort, à parler aux générations futures. En ce sens, elle est moins un tombeau qu'une déclaration, celle que l'homme n'accepte pas la fin, qu'il cherche à se prolonger dans l'espace et dans le temps. Elle est aussi un rappel de notre petitesse. Lorsque nous levons les yeux vers ces flancs immenses, lorsque nous imaginons les milliers d'ouvriers qui ont consacré leur vie à la bâtir, nous comprenons à quel point nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne infinie. Aucun individu, aussi puissant soit-il, n'aurait pu ériger seul un tel monument. Il a fallu la coopération, la persévérance, le sacrifice de milliers d'êtres humains unis par un même but. La pyramide nous enseigne ainsi que les grandes œuvres ne naissent pas de la volonté d'un seul, mais de l'effort collectif. C'est le symbole de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle agit ensemble, guidée par une vision qui la dépasse. Le message qu'elle transmet est également celui de la patience. Dans notre monde moderne, où tout va vite et où l'on cherche des résultats immédiats, la pyramide nous rappelle que certaines réalisations exigent le temps long. Elle fut bâtie pierre après pierre, année après année, dans une lente progression presque méditative. Chaque geste, chaque transport, chaque ajustement faisait partie d'un processus qui s'étendait sur des décennies.
Ce rythme que nous jugeons aujourd'hui démesuré était autrefois perçu comme naturel. La pyramide nous invite à redécouvrir cette temporalité perdue, à comprendre que certaines choses ne peuvent être accomplies qu'au prix de la patience, de la constance et de la foi. Mais peut-être que le plus grand enseignement de la pyramide réside dans sa résistance. Depuis plus de 4500 ans, elle défie les éléments, les guerres, les tremblements de terre et l'usure du temps. Des empires se sont levés et sont tombés autour d'elle. Des langues sont nées et ont disparu. Des civilisations entières ont été oubliées. Elle, pourtant, est restée. Elle a vu l'apparition de nouvelles religions, de nouvelles philosophies, de nouvelles visions du monde. Elle a survécu aux conquêtes, aux pillages, aux transformations. Elle est là, aujourd'hui encore, presque intacte, comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre. Cette permanence nous rappelle que certaines créations humaines peuvent en dépasser leur époque et devenir éternelles. Et pourtant, malgré sa force, la pyramide reste aussi une énigme. Elle garde pour elle une part de secret, comme si elle voulait rappeler que tout ne peut pas être expliqué, que certaines choses doivent être contemplées sans être entièrement comprises. Cette part d'inconnu est essentielle. Elle nourrit notre curiosité, alimente notre imagination, nous pousse à continuer à chercher. Sans elle, peut-être que la pyramide aurait cessé depuis longtemps de nous fasciner. Mais parce qu'elle résiste à notre désir de tout savoir, elle continue d'exister comme un mystère vivant, une énigme éternelle qui relie passé, présent et futur. Dans cette tension entre ce que nous savons et ce que nous ignorons, la pyramide nous enseigne une autre leçon, celle de l'humilité. Elle nous rappelle que, malgré nos avancées dans le technologique, nos instruments sophistiqués et nos connaissances accumulées, nous ne savons pas tout. Elle nous rappelle que nos ancêtres, souvent considérés comme primitifs, étaient capables d'exploits qui nous dépassent encore. Elle nous invite à respecter leur héritage, à écouter leurs leçons, à reconnaître que la sagesse ne se mesure pas seulement à l'échelle du progrès technique. La pyramide nous parle aussi d'une autre dimension, plus intime, celle du sens. Dans un monde souvent dominé par l'utilitarisme et l'efficacité, elle témoigne d'un geste gratuit, d'une œuvre qui dépasse l'intérêt immédiat. Construire un tel monument n'avait rien de pragmatique. Il ne s'agissait pas d'un projet économique ni d'une nécessité matérielle. C'était un acte de foi, une offrande au cosmos, une manière de donner une forme tangible à des idées invisibles. L'éternité, l'ordre, l'âme, le divin. Elle nous rappelle que l'humain ne vit pas seulement de pain et d'eau, mais aussi de symboles, de rêves et d'idéaux. Dans son silence, la pyramide nous raconte aussi notre propre histoire. Elle nous montre ce que nous avons été, ce que nous sommes encore, et peut-être ce que nous pouvons devenir. Elle nous relie à nos ancêtres, à leurs croyances, à leurs peurs, à leurs espoirs. Elle nous relie aussi aux générations futures, à qui elle transmet un message sans parole, que l'humanité est capable de beauté, de grandeur, de transcendance. Ce message inscrit dans la pierre est plus durable que tous les livres, plus éloquent que tous les discours. Il traverse les millénaires et continue de parler aux cœurs humains. Dans ce message silencieux, il y a aussi une question. Elle plane au-dessus de nous comme les étoiles auxquelles la pyramide est alignée. Que laisserons-nous derrière nous? Quelles traces nos sociétés, nos civilisations, nos cultures laisseront-elles dans 10 000 ans? Nos créations résisteront-elles autant comme celles des anciens Égyptiens? Seront-elles porteuses d'un message aussi puissant? La pyramide nous confronte à cette interrogation vertigineuse, nous obligeant à réfléchir à notre propre rapport à l'histoire et à l'avenir. Elle nous enseigne enfin que le véritable héritage d'une civilisation n'est pas seulement matériel, il réside aussi dans les idées qu'elle transmet, dans les valeurs qu'elle incarne, dans l'inspiration qu'elle offre. La Grande Pyramide n'est pas seulement un tas de pierres, elle est une idée incarnée, une idée que même les millénaires ne peuvent effacer. C'est le témoignage de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle s'élève au-delà d'elle-même, lorsqu'elle transforme la matière en symbole, lorsqu'elle choisit de bâtir non pour le présent, mais pour l'éternité. Ainsi, lorsque l'on se tient au pied de la grande pyramide, sous le ciel immense de Gizeh, on comprend qu'elle ne nous parle pas seulement de Khéops, ni même de l'Égypte antique. Elle nous parle de l'homme, de son génie et de sa fragilité, de sa quête inlassable de sens et de transcendance. Elle nous rappelle que nous sommes, comme elle, faits de poussière et d'étoiles, mais que nous avons la capacité unique de rêver, de créer, d'espérer. Et dans ce rêve, dans ce désir de laisser une trace qui défie le temps, nous rejoignons les bâtisseurs anonymes qui ont posé, pierre après pierre, ce message silencieux adressé à l'univers.
Leur œuvre nous invite à continuer le voyage, à chercher ce qui nous dépasse, à bâtir, à notre tour, des monuments, matériels ou spirituels, qui parleront pour nous quand nous ne serons plus là. C'est cela peut-être la leçon ultime de la Grande Pyramide, que le vrai défi n'est pas seulement de comprendre le passé, mais de créer l'avenir, et que tant que nous aurons la force de rêver, de bâtir et de tendre vers l'infini, le silence des pierres continuera de nous parler.